L'intitulé, c'est de cette table ronde qui se veut pragmatique. C'est la force d'un outil efficace pour l'avocat du XXIe siècle. Alors, certains d'entre vous sont déjà formés au droit collaboratif, d'autres ne le sont pas encore. Donc, on propose de faire rapidement une présentation de ces outils du droit collaboratif. Alors, il est hors de question, en 10 minutes, de vous faire une formation qu'on propose en 4 jours, évidemment. Mes intervenants sont Sophie Crépin, avocat de Pau, ex-avoué, qui ne fait pas du droit de la famille exclusivement, comme quoi le droit collaboratif, ce n'est pas que pour le droit de la famille. Je ne sais pas comment ça marche, là, ce truc-là. Merci. Stéphane Fertier, ex-avocat, ex-avoué aussi. Je suis désolée. Ex-avoué. Ceci dit, tu as raison. Ex-avocat, ex-avoué et de nouveau avocat. Voilà. Merci. Merci. Qui est au barreau de Paris. François Musset, avocat, ex de rien du tout. Ex de rien du tout pour l'instant. Qui nous vient du barreau de Lyon et qui fait pas, dans sa pratique, n'a aucune pratique en droit de la famille, puisque lui fait du droit de la santé et d'autres, donc à d'autres sphères de compétences. Et puis, alors je les présente quand même parce que tout le monde n'est pas du barreau de Paris, mais Anne Carilla, avocat barreau de Paris, droit de la famille. Coralie Gaffinel, avocat, droit de la famille, Paris aussi. Et en fait, ils sont tous formés au droit collaboratif. Et ça, c'est le point commun qu'on a tous. Alors, ces outils, lesquels sont-ils? En fait, on est parti du principe, l'histoire du droit collaboratif et l'histoire des modes de résolution, c'est de se dire que les accords, tels qu'on les a aujourd'hui, tels qu'on les pratique, tels qu'on les fait, ils ne fonctionnent pas si bien que ça. D'accord? L'accord traditionnel, on s'aperçoit que d'abord, quand on arrive à une table de négo, on n'arrive pas forcément au bout avec un accord, que quand ces accords arrivent, pour bon nombre d'entre eux, plus de la moitié, ils explosent en vol. Alors, pas forcément devant le juge, mais vous le savez tous, dans la vie de tous les jours, les accords ne sont pas forcément respectés, quelles que soient les matières. Alors, je suis allée chercher un peu en dehors du droit de la famille, parce qu'on dit toujours que le contentieux français, c'est 60% du contentieux français est issu du droit de la famille. Et puis, quand on a vu tous les participants à notre colloque, et je me suis dit, ah, mais il y en a plein qui ne font pas du tout le droit de la famille, donc il va falloir aussi que je leur parle. Et donc, je suis allée voir sur ailleurs qu'en droit de la famille, qui est ma zone de confort. Et je suis allée en droit des affaires, droit des contrats. Et là, je me suis aperçue, avec vraiment étonnement, que toute juridiction confondue, cour d'appel, TGI, TI, qui en droit de la famille n'est pas un lieu où on va souvent, ça représente presque 71% du contentieux français. C'est énorme. Donc, nos contrats, ou les contrats qu'on arrive à faire faire à nos clients, ou que nos clients font tout seuls, ne fonctionnent pas nécessairement. L'accord collaboratif, évidemment, fonctionne bien, on ne va pas vous dire le contraire. 98% de processus collaboratifs aboutissent à un accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous rentrez en processus collaboratif, vous, avocats, vos clients moins, mais vous, avocats, vous êtes certains à 98 ou 99% d'aboutir à un accord. Et puis on sait aussi qu'une fois que cet accord a eu lieu, moins de 1% reviennent devant les juridictions. C'est quand même pas neutre comme chiffre. Alors pourquoi, comment? D'abord parce que pour établir on a essayé de prendre les choses à l'envers. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas parce que la plupart du temps, dans les négociations, il y a un rapport de force, une pression. Et il y a un amalgame entre la personne et l'objet du conflit. Ça donne ce qu'on appelle maintenant assez classiquement les accords gagnant-perdant. Mais le perdant d'aujourd'hui peut être, comme il a été déjà dit ce matin, le gagnant de demain, ou en tous les cas, ça peut susciter des envies de vengeance, j'ai entendu ce matin.
La difficulté, c'est qu'on ne traite pas des causes sous-jacentes du conflit. Le pourquoi est-ce qu'on en est là? Quelles que soient les matières. Alors c'est prégnant en matière familiale, mais en droit des contrats, pour une société, enfin, quelle que soit la relation, c'est important, le sous-jacent. Et ne pas le traiter, c'est de mettre en place autant de bombes à retardement qui peuvent exploser. C'est-à-dire qu'on crée un terrain et un avenir miné. Enfin, un des éléments qui montre le pourquoi des échecs des accords, quels qu'ils soient, quelle qu'en soit la forme, c'est l'opacité des informations. Et quand, à un moment donné, la chose se révèle, je ne sais pas, le fameux compte en Suisse, en droit de la famille, tellement fantasmé, mais allons-y, pourquoi pas, se révèle tout d'un coup, le joli accord qu'on a eu et la prestation compensatoire qu'on a obtenue devient tout d'un coup n'importe quoi et on repart en guerre. Alors, comment faire? Comment faire? Ben, le contrat collaboratif, c'est ça. On rentre dans un contrat qu'on signe à 4, avocats et parties. Ça crée le cadre. Ça ne veut pas avancer. Voilà, ça crée le cadre. C'est le cadre de sécurité. D'accord? C'est un contrat qui est signé par les 2 avocats et chacun de leurs parties. Ensuite, dedans se mettent en place les principes, qui sont les principes essentiels. Et le cadre et les principes sont un des outils du droit collaboratif. C'est d'abord un travail en équipe, avocat-client, tout le temps. L'avocat n'est pas le sachant, l'avocat va être humble. Il ne sait pas, lui, comment madame se comporte avec monsieur ou quels sont les besoins des enfants. L'avocat, il ne sait pas quels sont les besoins de la société, quelle est la spécificité du mode de production de tel ou tel autre produit. Il n'en sait rien. La confidentialité renforcée, ça veut dire que tout ce qui va se passer dans ce cadre-là reste dans ce cadre-là. Ça permet quoi? Ça permet de libérer la parole, ça permet aux gens de pouvoir parler. En plus, il n'y a pas de recours au juge, on s'interdit le recours au juge pour régler le contentieux, donc ça enlève la pression. Et cette fameuse transparence qui est donc rendue possible parce qu'il y a justement cette confidentialité. Tout ça, ça aboutit au cœur de ce qu'on souhaite obtenir, c'est-à-dire un accord durable. Et tout ça, c'est possible parce qu'en cas d'échec du processus, il y a le désistement des avocats. Et c'est ça la très grande force du processus collaboratif. C'est que si ça ne fonctionne pas, et ça peut ne pas fonctionner, bon, 2%, enfin, ça peut arriver que ça ne fonctionne pas. Alors, les gens savent que l'avocat devant qui ils ont dit des choses importantes dans le sous-jacent, dans la raison du conflit, ne seront pas les mêmes avocats qui vont mettre la cotte de maille, prendre leurs flèches, leurs armures et aller batailler devant un juge. Du coup, la parole se libère très différemment. Et l'écoute de l'autre se fait très différemment aussi. Le respect des étapes du processus, c'est le travail en équipe, et c'est donc un des outils majeurs. C'est le récit, permettre, c'est ce que vous disiez ce matin, permettre aux personnes d'exprimer leur vision du conflit, leur vérité. Et c'est important qu'elle soit entendue de l'autre. Qu'il soit d'accord ou pas, on s'en tape. Il faut qu'il l'entende. C'est ça qui est important. Et qu'il l'entende avec son conseil. Tiens, il ne l'entend pas tout seul. Il l'entend et il a son conseil à côté qui lui tient la main en disant « C'est bon. C'est bon. Hein? C'est bon. » Mais je vous jure que ça se passe comme ça. Je vous jure. C'est vachement rassurant pour les gens. Ensuite, vous avez l'expression des besoins, intérêts, préoccupations, des moteurs silencieux, des valeurs, des motifs, des demandes. Si vous arrivez en disant « je veux la maison, je veux 1 million », comment vous dire que l'autre est immédiatement crispé? C'est humain, c'est comme ça. Mais si vous dites « j'ai peur de ne pas savoir où je vais habiter », c'est marrant, hein? Même vous là, tout d'un coup, l'émotion on la sent, elle est palpable, c'est immédiat. Et ça, c'est non négociable. Mais ça, pouvoir le faire, pouvoir permettre cette expression-là, c'est un outil. L'objectivisation. Ouf,
vous allez de nouveau, vous, avocat, être dans votre sphère confortable de compétences. C'est là où on va faire des audits, où on va pouvoir regarder combien coûtent les parts de telle et telle société, les évaluations, de faire le droit, d'aller regarder votre jurisprudence. On fait tout ça. Et en droit collaboratif, on fait ça ensemble. On travaille ensemble à cet audit. Et c'est très différent parce que, comme le dit Sylvia Digès, c'est dingue, hein, on est tous persuadés que nous, la jurisprudence qu'on sait lire, l'autre avocat, il ne sait pas la lire. Eh bien si, il la lit, sauf que là, on montre la même chose. Le but, c'est de regarder la même réalité ensemble et de mettre fin aux fantasmes qui pourrissent les négos. Pareil, hein, famille, droit des AF, tout ça, enfin pour moi, c'est pareil. Et tout ça, ça permet la création d'options. Et les options, on n'est toujours pas à des solutions. Alors pour les avocats qui sont formés, ça y est, maintenant ils ont compris, mais pour ceux qui ne sont pas encore formés, le truc du droit collaboratif, c'est que pendant les 4 jours de formation, on vous dit, voilà, quand vous allez recevoir votre client pour la première fois, eh bien, vous n'allez pas lui donner les solutions juridiques. Parce que si vous les donnez dès le premier rendez-vous, c'est fini, il n'y a plus de négo. La créativité, elle est plus possible. Les options sont plus visibles. Et quand on en est à ce stade-là, des options, on n'est toujours pas dans la solution. Parce que vos clients vont mettre plein d'options. C'est quoi plein d'options? C'est les hypothèses, c'est tout ce qui est possible. La seule limite, c'est l'ordre public. C'est-à-dire, on ne tue pas la belle-mère, même si on en a très envie. D'accord? Et l'associé, on ne le passe pas par la fenêtre non plus. OK? C'est des séances de créativité où il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que quand on sort une idée, elle n'est pas « Oh, elle est vachement bonne ton idée !» Parce que ça, c'est un jugement aussi. C'est le même jugement que « Ah non, là, ton idée, c'est de la merde. » Mais c'est pareil. En termes d'inhibition, de création, c'est la même chose. Donc c'est tout ça qu'on met en place dans les outils. Et puis il y a les offres. Les offres, ça veut dire quoi? Ça veut dire après que chaque avocat, avec son client, va dans son petit coin faire 3 offres, faire 3 contrats ou 3 ossatures de contrats. Et il va prendre toutes les options qui ont été faites en équipe, à 4, et puis il va les confronter aux besoins, préoccupations, intérêts qu'on a vus dans les rendez-vous avant. Justement, ces étapes, c'est un processus. Et on ne va choisir que les options qui nous conviennent, enfin qui conviennent à votre client, et qui conviennent aussi à l'autre, qui répondent aussi aux besoins et intérêts de l'autre. Et je vous mets dans le mille, pas de suspense, quand il y a de nouveau un rendez-vous à 4, c'est bizarre, hein, mais sur les 3 options, sur les 3 offres, il y en a une qui est commune. Et ça, c'est du 100%. Donc les gens n'ont pas l'impression de faire de compromis au sens de compromission. Ils écrivent chacun leur accord. Et c'est pour ça que c'est durable. Là, je vous ai scotché, là, je le sens. Et bon. Et on va y arriver. Après, je me tais, c'est promis. À chaque étape, il y a un outil spécifique. Le récit, pour faire générer le récit, c'est les techniques de communication. C'est l'écoute active, la reformulation, la gestion des émotions. Oui, même en droit des affaires, il y a des émotions. Incroyable, je vous assure, un truc de dingue. Pas qu'en droit de la famille. Quand vous avez des gens à licencier, c'est bizarre, hein, ça ne se passe pas très bien dans votre tête. Communication non violente, ça aussi, ça pourrait être un truc intéressant. Et ce n'est pas la communication bisounours. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ma tête, mais je ne ressemble pas beaucoup à un bisounours. L'expression des besoins, intérêts, préoccupations, valeurs, moteurs silencieux, mobiles, tout ce que vous voulez, c'est l'outil de la négociation raisonnée, conjugué avec les techniques de reformulation. Séparer la personne du conflit, comprendre le sous-jacent de la demande. C'est le contraire de la négociation traditionnelle, c'est le contraire de la négociation sur position. L'objectivisation qu'on vient de voir, c'est l'application du principe de transparence et des outils juridiques. Pouf, là, vous savez faire. Les options, là aussi, c'est issu des outils de la négociation raisonnée.
c'est l'ouverture des champs des possibles. Le droit n'est pas la seule référence. Je suis désolée de vous l'apprendre, amis avocats, mais le droit n'est pas la seule référence. Et la créativité, c'est un muscle, et ça s'entraîne. Et nous, juristes, particulièrement, ce muscle-là, il a été contraint. Et les offres, c'est aussi la négociation raisonnée. Je ne vois plus rien. Ce qui fait que, dans tout ça, on n'a pas de pression, pas de recours au juge, différenciation entre la personne et l'objet du conflit. On a traité les causes sous-jacentes du conflit, obtenues par la recherche des besoins, intérêts, préoccupations. On a la confiance, la transparence, et ça nous donne l'accord durable. Voilà, c'est QFD. Et j'en ai terminé, moi, de ma présentation. Voilà, c'est pour ceux qui ont déjà eu les formations, donc qui sont au courant, c'était juste pour que tout le monde parte à peu près des mêmes choses. Là, ce qui nous a semblé intéressant, c'est que chacun des intervenants, et c'est Sophie Crépin de Pau qui va commencer, nous raconte un peu comment cet outil collaboratif, que tout le monde n'exerce pas nécessairement dans le cadre, enfin, que dans le cadre du droit collaboratif, dans un cadre du contrat de participation, tous ces outils sont potentialisés. C'est-à-dire que là, ils ont une force à 150%. Mais que tous ces outils-là, ils existent par ailleurs et sont indépendants du droit collaboratif. L'écoute active, la reformulation, tous ceux qui ont fait de la formation à la médiation le savent, c'est un outil autonome. La négo raisonnée, c'est un outil autonome. Mais quand on met tout ça dans la jolie boîte du contrat collaboratif, c'est du 100%. Et là, voilà, je voudrais juste que tu parles que chacun se présente et parle des expériences que vous avez et comment vous utilisez ces outils en dehors ou dans le processus. Merci. Oui, comme Catherine vous le disait tout à l'heure, je suis ancienne avouée. Et il est vrai que ça surprend parfois quand on dit que l'on fait du droit collaboratif, de la médiation, du mode amiable, quand on est ancienne avouée. Et en fait, je ne considère pas que ce soit une difficulté, bien au contraire, parce qu'on n'a pas eu, je dirais, le réflexe combat que peuvent avoir les avocats dès le début quand ils doivent introduire une procédure. Et la preuve, c'est que finalement, nous n'étions que 400 avoués. Et quand on regarde les statistiques, on est une bonne vingtaine formés au droit collaboratif. J'ai regardé dans la liste, ce qui prouve que ce n'est nullement incompatible. Alors moi, je fais beaucoup de modes alternatifs, dirais-je, puisque je fais de l'arbitrage. J'ai fait une thèse en droit de l'arbitrage, donc je fais de l'arbitrage, je fais de la médiation en tant que médiateur, mais aussi j'accompagne mes clients à la médiation, ce qui est extrêmement important et, à mon sens, l'avocat a toute sa place dans cet accompagnement, mais il doit avoir un comportement totalement différent, qui utilise les outils qu'on a mentionnés tout à l'heure. Et eh bien, je dirais que quand on a ces outils, eh bien, on peut également, quand on a en face un confrère qui ne fait pas de droit collaboratif, on peut se lancer dans une procédure participative en utilisant des outils collaboratifs. Enfin, c'est un petit melting pot. Enfin, on le fait à sa sauce, entre guillemets. Alors, quand Catherine m'a donné l'intitulé de la table ronde et m'a demandé de faire part de mon expérience, je me suis dit, analysons tout d'abord les termes. Alors, droit collaboratif, la force d'un outil efficace pour l'avocat du XXIe siècle. Alors, première question que je me suis posée, mais qui est l'avocat du XXIe siècle à ce moment-là? Alors, à mon sens, mais ce n'est qu'à mon sens, c'est celui qui, justement, doit connaître, si ce n'est maîtriser, au moins connaître tous les outils pour mettre tous les outils à sa disposition pour résoudre un litige.
Quels sont ces outils? Eh bien, tous les modes alternatifs. Là, je vais faire de la procédure. C'est l'ancien avoué qui revient. Livre 4 et livre 5 du CPC. Livre 4, l'arbitrage. Livre 5, les modes amiables. Alors, vous allez me dire, oui, mais parmi ces modes amiables, on n'a pas le droit collaboratif. C'est vrai, pas encore. Mais quand on regarde les rapports d'Elmas-Goyon, quand on regarde les rapports Garapon, etc., on voit qu'on en parle énormément. Et finalement, la procédure participative, comme le disait Charlotte, en fait, l'idée est comment faire pour que l'avocat ne sorte pas du processus. Et finalement, on enlève sa force au processus collaboratif. Alors, il faut connaître tous ces modes alternatifs, amiables, pour pouvoir proposer à son client autre chose que l'outil contentieux quand cet outil autre que contentieux est adapté à sa situation, à ses besoins. Je dirais que j'ai une devise qui serait le bon outil au bon moment. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, on ne peut négliger aucun des modes amiables, puisqu'on l'a dit, l'outil collaboratif, je ne peux m'en servir qu'avant toute saisine du juge. Donc, si le juge est déjà saisi, je dois pouvoir aussi proposer à mon client autre chose que le combat judiciaire, donc la médiation, par exemple. Alors, après avoir défini cet avocat du XXIe siècle, je me suis dit, parmi les outils que tu utilises le plus, à savoir la médiation, j'utilise plus la médiation que le droit collaboratif. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'à Pau, actuellement, nous sommes 3 personnes formées au droit collaboratif. 20 la semaine prochaine. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. 20 à partir de la semaine prochaine. Hein, vous comprenez l'enjeu. Au moins, on va pouvoir faire plus de collaboratifs. Et parmi les 3 personnes, il y a mon associé. Alors, vous avez compris que je peux difficilement en faire avec lui. Si bien que nous sommes 2. Et malgré tout, nous avons déjà fait un dossier droit collaboratif avec Anne-Marie Choy qui est également dans la salle. Donc, la médiation, on en fait beaucoup plus, donc j'ai plus d'expérience en médiation, procédure participative moins, conciliation, j'ai déjà accompagné en conciliation, et là, franchement, j'ai plus de mal à percevoir l'intérêt. Alors je me suis dit, pour moi, les 2 outils les plus efficaces sont la médiation et le droit collaboratif. Alors, pourquoi ces 2 outils me semble-t-il le plus efficace ? Eh bien, parce qu'ils sont insérés dans un cadre et qu'ils sont un processus, à mon sens. Parce que dans les 2, que ce soit la médiation ou le droit collaboratif, on utilise les mêmes outils. On utilise l'écoute active, on utilise la reformulation, on utilise la négociation raisonnée, qui sont en eux-mêmes des processus indépendants parfaitement reconnus. Mais c'est le cadre, c'est le process, la façon dont on va les utiliser, le moment où on va les utiliser, qui, à mon sens, constitue leur force. C'est le respect des étapes qui ajoute le plus. Partant de là, je me suis dit, rassurez-vous, je sais, c'est un colloque droit collaboratif, on ne parle pas seulement de la médiation. Alors je me suis dit, le droit collaboratif a-t-il lui aussi un plus? Quel est le plus du droit collaboratif si tu cherches par rapport à la médiation? Y a-t-il un plus? Si oui, lequel? Et à ce moment-là, je me suis dit, le plus selon moi, c'est que nous sommes entre avocats formés au processus du droit collaboratif. C'est-à-dire que nous allons parler le même langage. C'est-à-dire que nous allons gérer les émotions de la même façon. C'est-à-dire qu'on est dans une confiance, une transparence totale. On fait confiance à son confrère. On n'est pas au tribunal en se demandant
ce qu'il me dit là, je le prends comment? Vous savez, comme ça arrive parfois, hein, devant les juridictions, un confrère qui vous dit quelque chose, vous n'êtes pas sûr. Là, on est en totale transparence. Et c'est un travail d'équipe. Moi, j'ai réellement ressenti ainsi notre dossier collaboratif. On avait chacun notre client. Bien entendu, on a défendu les intérêts de nos clients, mais nous avons travaillé ensemble. Vraiment, ce travail d'équipe, c'est, je dirais, le plus. Et à mon sens, cela n'existe que parce qu'on est formé selon la même méthode. Je dirais que si je rapproche à nouveau de la médiation, quand j'accompagne mon client en médiation, si je suis formée en médiation, qu'en face, l'autre avocat qui accompagne son client est également formé à la médiation, tout de suite, on le voit, il y a également cette magie quelque part qui s'opère parce qu'on a la même formation, on parle le même langage, on recherche les mêmes éléments. Tout de suite, il y a une connivence qui va s'instaurer, notamment avec le médiateur, et ça fonctionne. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et je dirais même c'est rarement le cas. Quand vous faites des médiations, quand vous êtes médiateur, vous voyez que souvent les avocats ne sont pas formés à la médiation quand ils accompagnent leurs clients et ils veulent plaider. Ils ne sont pas dans la recherche des intérêts, des besoins de leurs clients. On a beaucoup de difficultés. Là, on n'a pas ces soucis. Donc, finalement, je dirais que c'est quelque part un plaidoyer que je fais pour la formation au mode amiable. Alors, c'est parce qu'ils viennent à Pau la semaine prochaine. Hein, c'est pas parce que je veux leur faire plaisir, pas du tout. Mais vraiment, si on est tous forts, c'est cette formation commune, c'est le fait que l'on utilise les mêmes outils au même moment qui crée, à mon avis, la vraie force du droit collaboratif, évidemment associés aux outils qui en eux-mêmes, je l'ai dit, sont reconnus, associés, comme nous le disait tout à l'heure Catherine, au cadre qui rassure, qui sécurise bien le processus. Et donc, je pense qu'il est essentiel que nous nous formions tous pour pouvoir travailler ainsi. Et il est même nécessaire, je dirais, que ces processus soient enseignés dans les universités. Et je trouve très bien, on a de plus en plus de masters mode amiable dans les différentes universités. Au début, on parlait uniquement d'arbitrage. Maintenant, nombreuses sont les universités où on a inclus la médiation. Bon, j'en parle parce que je suis parallèlement maître de conférences associée à l'UPPA à Pau, à l'université de Pau. On a un master où on parle de la médiation. Et j'ai inclus cette année également le droit collaboratif, évidemment. Et les étudiants sont preneurs. Les étudiants sont vraiment preneurs de ces méthodes, enfin de ces outils que sont l'écoute active, la reformulation, la recherche des besoins et des intérêts. Parallèlement, on peut parler, il y a un concours de médiation qui est instauré. Ils sont contents de venir à ces concours de médiation, de s'entraîner à ces modes amiables. Et je pense que si les avocats de demain sont formés dès l'origine à ces modes amiables, réellement, on pourra tous faire du droit collaboratif. On ne bricolera plus, entre guillemets, des accords et on aura de vrais accords pérennes. Merci Sophie. Il est prévu, normalement, après un échange avec la salle, hein, si vous avez des questions, etc., que ce sera possible. Stéphane. Ex-avoué. C'est bon. Alors. Je veux ton histoire. Ce matin, j'ai été particulièrement attentif aux propos de notre philosophe, Madame Sartoux-Lajus, lorsqu'elle a évoqué la notion de kairos. Et je crois qu'on ne vient pas au droit collaboratif par hasard.
La notion de kairos, je vous rappelle, donc c'est le moment opportun. Et en ce qui me concerne, le droit collaboratif, eh bien, le moment opportun, c'est tout simplement au moment où j'étais ex-avocat devenu avoué associé, et avoué associé, j'ai été supprimé, donc je redevenais avocat. Et à ce moment-là, c'est rigolo, hein. Et à ce moment-là, l'heure du bilan a sonné, forcément. On se dit, bon, je vais redevenir avocat. Très bien. C'est pas grave. Et comme on s'en sort, j'ai fini ma thérapie, c'est bon. Et comme m'avait dit un confrère que j'avais croisé au palais et qui pensait me réconforter, il m'a dit, ah ben, ça y est, vous quittez les eaux territoriales, vous allez naviguer en haute mer. Merci, très bien. Bienvenue dans ce monde impitoyable des avocats. Mais je connaissais ce monde impitoyable des avocats. Donc, je l'avais quitté, je le retrouve. Et je vais pouvoir reprendre mon armure. Mais est-ce que j'avais véritablement envie de reprendre mon armure ? Et c'est là qu'on se pose tout un tas de questions sur pourquoi ou comment redevenir avocat et comment exercer de nouveau sa profession. Est-ce que je vais me réinstaller inconfortablement dans cette armure, reprendre les mêmes techniques que l'on connaît tous ? Parce que vous avez été sûrement très attentif, mais on utilise beaucoup des termes martiaux. Hein, armure, en guerrois, contre le client, contre les confrères, contre les magistrats, contre les adversaires. Et est-ce que j'avais envie véritablement de reprendre cette armure au quotidien, de me rebattre de cette manière, alors que, comme l'a très bien dit mon excellent confrère à côté de moi, quand on est avoué, finalement, on voit les choses, le procès notamment, avec un peu plus de distance, parce qu'il y a déjà eu une décision de première instance et que nous devons apporter un regard nouveau, normalement, sur le procès de première instance. Et donc, c'est là que tout naturellement, en regardant notamment le site de l'Ordre des avocats de Paris, je tombe sur une commission ouverte qui traite précisément du droit collaboratif. Et le déclic a été immédiat. Je me suis dit, tiens, ça c'est peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. Et je me suis inscrit immédiatement au premier campus d'été pour un premier atelier. J'ai été emballé tout de suite. Je me suis dit, ça c'est un outil qui me correspond. C'est un outil qui me correspond à ce que je veux devenir aujourd'hui en tant qu'avocat. Bien sûr, si on me demande de guerroyer, je serai capable de le faire. Mais si on me demande aussi de traiter différemment les dossiers, de traiter différemment les clients, de renouer un contact différent avec les confrères. Eh bien voilà, le droit collaboratif, le processus collaboratif va me permettre de faire autrement et de faire même mieux autrement. Et à partir de là, j'ai suivi dans la foulée, fin 2012, les 2 ateliers de formation au droit collaboratif. Et là, j'ai été véritablement conquis, emballé. Donc pour ceux qui ne sont pas encore formés, je vous conjure, inscrivez-vous. Il doit y avoir encore des places pour la fin de l'année. Alors, voilà les raisons pour lesquelles, à titre personnel, je me suis engagé dans ce processus. Mais il y a aussi des raisons objectives. Et ces raisons objectives, parce que nous n'avons pas tous le même parcours, mais en revanche, sur les raisons objectives, et là aussi on retrouve cette approche objective des différends que l'on rencontre en droit collaboratif, eh bien, il y a des raisons objectives qui militent incontestablement en faveur du développement du droit collaboratif. J'en vois 2 essentiellement. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est à vous de nous les suggérer aussi, mais 2 principales. La première, qui a été évoquée à plusieurs reprises déjà, c'est la déjudiciarisation. Alors, pour un certain nombre de personnes, on considère que la déjudiciarisation, c'est un bien nécessaire, ou un mal nécessaire plutôt. Sauf que cette déjudiciarisation, elle est subie et pas voulue. Elle est subie parce qu'il y a des problèmes tout simplement d'ordre économique qui ne vous échappent pas, qu'on est en train de gérer la pénurie au niveau du système judiciaire français et que les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Et
en vue de préparer cette intervention, je me suis replongé dans un texte qui est ni plus ni moins le projet de loi de finances 2014 présenté devant le Sénat. Et là, je vais vous dire que les chiffres sont terrifiants. Je vais les rappeler pour mémoire, je vous rassure, il n'y en aura pas énormément. Eh bien, les chiffres, les projections pour la loi de finances 2014 font état de 2013 à 2021 du départ à la retraite d'environ 2100 magistrats. 2100 magistrats, c'est ni plus ni moins un tiers de la magistrature qui va partir à la retraite en moins de 10 ans. Bien sûr, on pourrait les remplacer, mais vous le savez tous, comme moi, qu'on ne les remplacera pas. Actuellement, il y a déjà 340 postes vacants de magistrats, ils ne seront pas remplacés. Et tous les projets, de droite comme de gauche, qui tendent à nous présenter une meilleure justice du XXIe siècle, une justice plus rationnelle. Par exemple, le serpent de mer du tribunal de première instance ressort. Par exemple, la procédure de divorce devant le greffier ressort, ou devant notaire ressort, c'est-à-dire on fait sortir le magistrat. Eh bien, ces différents projets n'ont qu'un seul objectif, nous le savons tous, c'est gérer la pénurie, le manque de magistrats, le manque de moyens, le manque de greffiers, etc. Et donc, que faisons-nous face à cela? Est-ce que nous subissons? Est-ce que nous, avocats, nous allons nous plaindre, manifester régulièrement, place Vendôme, dire « nous voulons plus de moyens, plus de magistrats », nous ne les obtiendrons pas. Donc il faut nous adapter à cette situation et faire en sorte que, puisqu'il n'y a pas des moyens qui correspondent aux besoins, eh bien, faisons en sorte que les avocats s'emparent de cette difficulté et la traitent. À nous de traiter cette difficulté et d'en faire un atout et non pas un handicap. C'est le premier point. Le deuxième élément objectif qui me semble militer incontestablement en faveur du développement du droit collaboratif, c'est la disparition programmée de la plaidoirie. Alors vous allez me dire, ça va aussi avec la gestion de la pénurie. Mais pas forcément. Parce que là aussi, c'est un réflexe de procédurier qui revient, mais on voit bien que la notion de plaidoirie ou d'oralité des débats tend à disparaître, bien entendu, parce qu'il s'agit de décongestionner les audiences, mais pas uniquement. Au regard du droit européen, l'oralité n'est pas considérée comme un critère suffisamment garant de l'égalité des armes, et que le critère le plus abouti de l'égalité des armes et du respect du contradictoire, c'est l'écrit. Et que, aussi pour ce motif, eh bien, on va de plus en plus vers l'écrit, y compris et surtout, et c'est là qu'on voit que le système est relativement pervers, devant les juridictions où la procédure est dite orale. Et que la gestion des procédures dites dématérialisées va amplifier le mouvement. Donc ce mouvement est irrémédiable. La plaidoirie va devenir véritablement l'exception à très brève échéance. On voit bien que devant les juridictions où la procédure est encore orale, eh bien la dématérialisation avance rapidement, et donc très rapidement aussi, on va nous demander, mon cher maître, très bien, nous avons tous vos éléments écrits, nous vous demandons de bien vouloir déposer votre dossier. Et dans le Code de procédure civile, même si les textes sont relativement complexes à maîtriser, il y a la possibilité de plus en plus de se référer aux écrits qui ont été déposés devant les juridictions où la procédure est dite orale. Donc ça, c'est aussi un élément qui milite fortement en faveur du développement de la procédure dite collaborative. Pourquoi ? Vous avez été tous attentifs, comme moi, à l'importance, dans notre domaine, mais dans tous les domaines, à l'importance de l'oralité, à l'importance des mots. Il faut mettre des mots sur les mots MAUX. Et ça, à partir du moment où on nous prive de parole, ça avait déjà un certain objectif vis-à-vis des clients. Le client entendait au moins une version de son dossier, une version de son conflit. Ça avait une vertu. Eh bien, à partir du moment où on nous empêche de plaider, il faut bien que l'avocat, alors que le verbe est l'avocat, le verbe c'est le sel du métier d'avocat, eh bien, il faut que l'avocat, là aussi, se réapproprie cet outil indispensable qui est le verbe, le langage,
Et avec le langage, il y a forcément l'écoute. C'est le préalable à tout. Et donc, pour moi, pour l'avocat du XXIe siècle, eh bien, nécessairement, puisque notre avenir est de moins en moins dans les prétoires, eh bien, notre avenir est de plus en plus dans nos cabinets, avec cet outil formidable qu'est l'écoute active, la négociation raisonnée. C'est comme ça que l'on va reprendre en main notre destin d'avocat. C'est à nous de gérer cette pénurie dans les juridictions, devant les juridictions, et dire, eh bien, ce n'est pas un problème. On voit bien que les modes alternatifs de résolution des conflits, la médiation, la conciliation, sur le principe, sur le papier, c'est très bien, mais quel est l'objectif derrière? Encore une fois, c'est de décharger le magistrat. Mais avec ces deux modes, quel que soit leur mérite, l'avocat est quand même mis de côté. Donc, encore une fois, si on veut être moteur, on veut être au cœur du système, eh bien, il faut s'emparer absolument de cet outil qu'est le droit collaboratif. Maintenant, je vais très brièvement parler de mon expérience professionnelle. 3 minutes. 2,5. Ça me sera largement suffisant. J'interviens essentiellement en matière de baux d'habitation, baux commerciaux, procédures collectives, droit des contrats. Donc, très peu de droit de la famille. Et bien pour autant, j'applique régulièrement et avec beaucoup de plaisir la technique de l'écoute active et de la reformulation. Et je peux vous dire que ça change vraiment tout dans notre mode d'exercice au quotidien. Et qu'on a des satisfactions incroyables. J'ai reçu une fois une cliente. Catherine voulait que j'en parle, parce que ça l'avait véritablement, comment dire, quel est le terme? Emballé. Cette cliente, j'étais le 7e avocat après une vingtaine d'années de procédure de divorce. Et je pensais être le 7e sur une longue liste qui n'était pas encore terminée. Et là, je me suis dit, tiens, je vais pratiquer l'écoute active. Je l'ai écoutée pendant presque 2 heures. Et je me suis interdit, en tant que juriste, de dire, au fur et à mesure que je l'écoute, je vais déjà penser aux solutions que je vais lui proposer. Je n'ai fait que l'écouter, reformuler, essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait que depuis 20 ans, elle avait épuisé cet avocat et qu'elle continuait d'épuiser son mari, parce qu'elle continuait de l'appeler son mari, alors qu'ils étaient divorcés depuis 15 ans. Et qu'il s'envoyait des petits mots doux par l'intermédiaire d'assignation. Elle est sortie du rendez-vous, elle m'a dit « Oh, maître, je vous remercie vraiment. Je n'ai jamais été écouté comme je l'ai été aujourd'hui. Je ne sais pas si on va parvenir à s'entendre avec mon mari. » Je lui ai dit « Votre ex-mari ?»« Oui, mon ex-mari. » Mais en tout cas, je vous remercie vraiment profondément parce que vous m'avez énormément soulagé. Je lui ai dit « Écoutez, on se revoit rapidement, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir mettre en œuvre le processus collaboratif parce que j'ai vu que l'avocat de votre ex-mari n'est pas formé au droit collaboratif. » Elle me dit « C'est bien dommage. » Voilà, je vous remercie en tout cas. Tentez l'aventure, ça en vaut vraiment le coup. François Doucet, avocat, donc pas ex, avocat, Lyon, et pas du tout droit de la famille, mais collaboratif. Mais très collaboratif et très convaincu. Fin novembre 2012, pour la première fois, je suivais une formation intéressant mon métier, sans enlever la montre, sans la consulter et sans me demander est-ce que j'ai bien fait de venir, est-ce que j'ai encore perdu du temps, etc. Et effectivement, véritablement, c'est la première fois en plus de 20 ans de pratique que je me suis fait cette remarque. Et pourquoi ? Parce que véritablement, ce que j'ai reçu lors de cette journée, il y en a une seconde qui a suivi, c'était le niveau 2, donc il y a 2 niveaux, hein, ne perdez pas ça de vue. Lors de cette formation, véritablement, on comprend mieux ce que l'on peut faire pour nos clients, au-delà de ce que nous savons déjà faire. Alors, on croit pouvoir faire beaucoup, on peut faire souvent beaucoup, mais on ne peut pas tout faire, on ne sait pas tout, et on ne maîtrise pas nos clients, et encore moins, évidemment, le client adverse, si j'ose encore employer ce mot. Bip. Voilà. Et par conséquent, dans la cagnotte, c'est pas cher.
Donc, par conséquent, on a là des ouvertures qui se présentent. Et pour ma part, ça a vraiment, je le dis tout simplement, la formule va vous paraître excessive, mais changé ma vie, au moins professionnelle, et pourquoi pas un peu plus. Et sur le plan professionnel, c'est toute la relation au client qui change. Alors, je vais vous expliquer dans quelques minutes ce que je fais professionnellement pour voir à quoi ça s'applique. Mais ça change la relation aux confrères, et en particulier ceux qui sont formés au droit collaboratif. Et je redis à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, mais que j'ai vraiment un très grand plaisir personnel à les revoir aujourd'hui. Et ce n'est pas la moindre des choses. Et au-delà de ceux des confrères qui sont formés, il y a tous ceux avec lesquels j'avais des relations ou que je découvre à l'occasion de nouvelles missions, de nouveaux dossiers, et avec lesquels, du coup, j'inaugure un mode relationnel assez différent de ce que je pouvais pratiquer et connaître par le passé. Donc, véritablement, des perspectives nouvelles, et qui sont des perspectives pas seulement techniques dans l'intérêt de nos clients, parce que la raison d'être, c'est quand même de servir nos clients, mais c'est aussi, tant qu'à faire, et c'est pas mal aussi de s'en préoccuper, c'est des perspectives sur la façon dont on vit notre métier. Et très sincèrement, ça renouvelle très notablement notre perception des choses, la façon de vivre. Et au passage, j'ose même dire qu'au-delà de la relation ad extra, en direction des clients, des confrères et de leurs propres clients, il y a aussi la relation avec associés, collaborateurs, salariés ou avocats à l'intérieur du cabinet. Il y a véritablement un vent nouveau, il y a des perspectives, un mode relationnel nouveau qui s'inaugure, et ce n'est pas la moindre des richesses de ce processus. Alors, quelques mots sur ce que je fais dans la vie. J'ai été formé au contentieux pur et dur dans un cabinet de droit social patronal pendant 6 ans. On plaidait pour l'UIMM notamment, mais c'était vraiment du dur. On négociait jamais, ou alors vraiment... on négociait jamais. C'était vraiment pas le mot d'ordre. Et donc, vraiment formé de la façon la plus traditionnelle qui soit au contentieux. Il se trouve que pour des raisons personnelles, j'ai pu développer une activité dans le champ de la santé, en particulier dans le domaine des autorisations administratives intéressant les cliniques, et de fil en aiguille, avec Anne Guillet-Delattre qui est dans la salle, qui est formée également au droit collaboratif, nous avons créé une structure qui aujourd'hui compte 10 avocats et qui sont tous entièrement dédiés au champ de la santé. Alors on fait pratiquement pas de réparation du préjudice corporel, mais on restructure des établissements de santé, on travaille beaucoup sur les relations médecin clinique, qui est un grand classique du contentieux qui continue d'alimenter la statistique dont parlait Catherine tout à l'heure devant les juridictions. Et par ailleurs, on travaille beaucoup aussi pour le monde pharmaceutique et le monde des industries, des produits de santé dans le domaine du matériel médical, par exemple des technologies médicales. Donc ce sont des secteurs qui, globalement considérés, renvoient au monde contractuel et au droit des affaires. Et ce sont des secteurs d'activité qui ont aussi une caractéristique, c'est que les partenaires, sauf cas véritablement particuliers, les partenaires sont engagés dans des relations qu'ils espèrent de longue durée parce qu'en réalité, leurs intérêts profonds, il y a des exceptions naturellement, mais globalement, leurs intérêts profonds sont de continuer à vivre professionnellement ensemble. Nous avons donc trouvé avec mon associé qu'il y avait dans cette perspective du droit collaboratif un outil qui se présentait, pour ne pas dire pratiquement une ligne de service, si on veut emprunter un vocabulaire un peu plus agressif et l'emprunter au marketing, mais il y a en tout cas des perspectives de processus et de solutions à offrir à nos clients et aux protagonistes en général qui permettent véritablement de résoudre des conflits, mais de les résoudre d'une façon profonde, en, du coup, donnant une véritable durabilité, une pérennité à l'accord, c'est-à-dire à ce qui va permettre la poursuite de la relation qui, au fond, est la chose essentielle pour les clients et leurs parties protagonistes. Donc voilà le champ d'activité un peu particulier dans lequel nous intervenons. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que je suis à cette table sans doute pour 4 raisons. La première, c'est que je ne fais pas de droit de la famille. Je ne suis pas parisien. Nul n'est parfait. Je suis un homme, enfin j'essaye. C'est de plus en plus difficile, mais j'essaye. Voilà. Et bon, voilà, ces caractéristiques. Ouais. Le quatrième. Je ne sais plus. Mais il y en avait 4. Bon, et
au fond, ce qui, moi, m'a intéressé, c'est d'entendre, en particulier lors des premières journées de formation, c'est d'entendre toutes ces consoeurs et ces confrères qui s'exprimaient à propos d'un champ qui même est totalement inconnu, à part ma propre vie conjugale. Donc il y a quand même des résonances, hein, faut pas... quand même. Et j'ai pris beaucoup de notes, d'ailleurs, ce jour-là. Et enfin, quoi qu'il en soit, je me suis dit que véritablement, il y avait beaucoup à apprendre de ceux des confrères qui, évidemment, interviennent dans des champs très différents, de la même façon que, et je me suis fait la même remarque, madame, ainsi qu'à propos de l'intervention de monsieur Morel, des points de vue et des approches qui nous ont été exposées ce matin, parce qu'on voit vraiment que le fond du fond, c'est la relation, et que c'est ça qui est la condition de l'avenir pour nos clients. Et à partir du moment où on comprend ça, et à partir du moment où on arrive à le faire admettre par le confrère non encore formé, mais il y en aura de moins en moins, c'est ce que j'ai compris, et puis que l'association des praticiens est engagée dans un programme très offensif, hein, c'est bien. Voilà. Mais à partir du moment où les confrères vont être accessibles à l'idée, à la méthode, quand ils auront acquis cette conviction qu'ils pourront plus en passant par le processus collaboratif, là, véritablement, il y a un avenir lumineux pour le XXIe siècle, et comme le disait M. le bâtonnier ce matin, peut-être même le XXIe, tant qu'on y est. Alors, tout ne se fait pas facilement. Alors, la quatrième caractéristique, en fait, c'est que je vous parle de droit collaboratif. Je n'ai, pour ma part, jamais signé une convention de droit collaboratif pour l'instant. Mais, vous voyez, ça n'empêche pas de venir s'exprimer à la table. Pourquoi ? Parce qu'au fond, la chose très importante, et Stéphane le disait, le rappelait, la question des outils est la clé de ces perspectives dont on parle. Et les outils... je dirais, nul n'est besoin d'avoir en face de vous un confrère qui a accepté d'entrer dans le processus complet de façon tout à fait consciente et formalisée par une convention, car au fond, dès qu'on est en discussion avec un confrère, on peut tout de suite être dans une logique d'écoute active, tout de suite, selon un processus à respecter, mais on peut ensuite mettre en œuvre d'autres outils, la reformulation, la négociation raisonnée. Et là, il faut dire que pour ce qui est du droit des affaires, il y a quand même un facteur qui aide, c'est que le droit des affaires, dans la profession unique que nous connaissons aujourd'hui, reste quand même assez largement pratiqué par une partie de nos confrères qui vient des conseils juridiques, des anciens conseils juridiques, et on rencontre dans cette part de la profession des gens absolument remarquables. Je n'aurais jamais dit ça le jour où je me suis installé, mais aujourd'hui, c'est une conviction véritable. Et j'ai en tête un exemple, par exemple, que je vis en ce moment à Nantes, où il y a là-bas un confrère qui est un grand monsieur du conseil juridique, qui est avocat depuis la fusion, qui s'appelle Jérôme Thomas, qui travaille beaucoup comme médiateur, et dans un dossier où nous sommes trois. Alors c'est l'une des difficultés que je voulais évoquer, qui est la situation multipartite, qui ne se prête pas du coup à la formalisation facile d'un processus collaboratif. Mais les outils, on peut quand même les mettre en œuvre. Et dans cet exemple, alors, très brièvement, pour ne pas être long, ça concerne quoi ? Ça concerne un conflit entre 14 ORL sur la ville de Nantes et 3 cliniques. Alors, le confrère... Tu mets en place l'écoute active, là ? Pardon ? Tu mets en place l'écoute active pour l'ORL ? Pour l'ORL, ben... Alors, effectivement, la surdité, ça se travaille. Mais avec la sphère ORL, on a aussi toute l'inspiration. Donc, tu vois, le principe respirer, ça va bien se passer, ça fonctionne aussi. Voilà. Alors, la difficulté, là, en l'occurrence, c'est qu'on a des groupes. Pour notre part, nous représentons 5 personnes et pas une personne. Mais bon, ces 5-là sont très unis. Et ils sont en but à 2 autres groupes. Et alors, ils ont leur conseil. Et puis, il y a là-dedans des cliniques qui sont dans l'environnement et qui ont fait choix d'un conseil, le confrère nantais dont je parlais tout à l'heure. Et alors, ce confrère nantais, il est là et il a été choisi par l'ensemble des protagonistes comme médiateur. Donc, il est censé conduire une médiation. Donc, moi, je suis arrivé là-dedans. J'ai en face de moi une consoeur qui vient du contentieux pur et dur.
et on a eu nos premiers échanges. Elle ne dit rien. Je ne sais pas si elle écoute, je ne sais pas si elle est active, mais en tout cas, elle ne reformule pas, c'est sûr. Et j'attends de voir. Mais enfin, sans désemparer, et avec détermination, comme on le rappelait ce matin, la mise en œuvre tranquille des outils, sans brusquer les choses, en prenant le temps et vraiment en posant des questions, en écoutant la réponse, en reformulant, etc. Et de fil en aiguille, on réalise qu'il y a des choses qui se mettent en place. Quelles sont ces choses ? Dans l'exemple que je vous donne, c'est 2 choses. La première, c'est que la consoeur s'est réveillée, ou s'est éveillée à ce qui se passait, plutôt, et finalement, on a établi un lien relativement direct avec ses clients, ce qui est une bonne chose, parce que du coup, ça l'oblige à se mettre dans le mouvement. Et on sent qu'elle vient sur les techniques qu'on met en œuvre, et elle vient, comme une expression qu'aime bien employer Catherine, elle vient jouer dans mon bac à sable. Voilà. Et effectivement, le tout après, c'est de ne pas en sortir ou de n'en sortir qu'avec un accord qui sera véritablement gagnant-gagnant. Et le deuxième phénomène très intéressant, c'est que le médiateur, en fait, qui avait un rôle relativement actif en tant que médiateur désigné, progressivement s'est mis à réduire son intervention. Et aujourd'hui, il est là, mais véritablement, littéralement, il ne dit plus rien. Si ce n'est en fin de réunion de dire bon, on se voit quand. Mais donc il a. Non mais ça n'est pas du tout péjoratif, c'est au contraire la preuve que il a parfaitement compris ce que pouvait être son rôle, éventuellement ses limites dans le cas donné, et il laisse la place à ses confrères qui font un travail qui progresse. Et cet exemple, alors, est sans doute un petit peu atypique parce qu'il y a beaucoup de monde dans ces réunions et dans ces échanges, mais on voit que il y a possibilité de mobiliser les confrères, même s'ils ne sont pas formés au processus, parce que soit par intelligence, soit par tout simplement curiosité, ils viennent sur les outils et consciemment ou pas, ils en perçoivent l'intérêt, parce qu'au fond, ils sont là aussi pour aboutir à une solution durable pour leurs clients. Donc, voilà. Dans les difficultés qu'on rencontre, il y en a une, c'est sûr, dans le domaine médical, vous le savez, c'est la discipline sportive, où pour une discipline, vous avez plus de champions du monde à la fois, hein, c'est connu. Donc, ils sont tous champions du monde. Et par conséquent, on a des problèmes de relations à l'ego qui sont... alors, on est vraiment battu à plat de couture en tant qu'avocat. Je veux dire, on peut même plus... Si. Non, c'est pas possible. Même moi, je t'assure, j'y arrive plus. Donc, on ne peut plus jouer dans ce domaine-là. Et donc, je suis une vedette, donc j'ai le droit d'être pénible. Et en plus, je vais le faire savoir à tout le monde, à la clinique, aux avocats. Enfin bref, tout le monde en prend. Et certains, mais là, vraiment, ils ne peuvent plus s'aligner. Non, je t'assure, vraiment, il y a un gros écart. Bon, donc c'est une première chose. Et puis, il y a un autre inconvénient dans ce secteur-là, c'est que aussi bien les médecins que les avocats ont... un regard relativement de banalisation à l'égard du processus, parce qu'ils se disent, pour les premiers, les médecins, moi je travaille avec des contrats validés par le Conseil de l'ordre, j'ai ma clause type de la conciliation obligatoire, la fameuse exception préalable qu'on va nous opposer si on va au contentieux directement, et donc la conciliation, il n'y a pas de problème, on va la mettre en œuvre pour aller rapidement au contentieux. Donc il faut dire à cet égard, j'espère choquer personne en disant ça, mais que les conseils de l'ordre des médecins, enfin le Conseil de l'ordre des médecins, en insérant cette clause de conciliation, on voit l'idée censément vertueuse, mais dans la pratique, on voit le désastre absolument réel. Et ces conciliations n'en sont pas. Il est extrêmement rare qu'elles aboutissent. Et donc, il y a un champ de possibles hors contentieux, mais après conciliation, pour aller vers des processus collaboratifs, étant précisé que engager un processus collaboratif, d'abord, a de très, très fortes chances d'aboutir. On rappelait les chiffres tout à l'heure. Et deuxièmement, que si d'aventure cela n'aboutissait pas et que le praticien entende ou la clinique poursuive au contentieux, ils pourront le faire en ayant accompli le processus préalable de la conciliation obligatoire. C'est un petit détail. Du côté des avocats, il y a une difficulté aussi. C'est que beaucoup d'avocats, quand ils sortent de l'école du barreau, savent forcément plaider, savent forcément concilier parce qu'ils savent parler. Donc, voilà. Et ça, c'est une vraie difficulté
C'est le confrère qui vous dit par téléphone mais c'est bon, c'est pas la peine de se voir, je vous écoute, allez-y, qu'avez-vous à me dire? Et donc voilà, il y a des difficultés qui sont des difficultés qui vont progressivement, j'en fais le pari, s'estomper au fur et à mesure où on va voir se former les confrères et au fur et à mesure où les confrères vont prendre acte de cette réalité, la réalité des accords auxquels on parvient et qui vont rapidement supplanter ce qu'on peut espérer au plan contentieux, par les techniques contentieuses. Donc ça, c'est un point réellement capital. Donc, pour finir, parce que je vois que Catherine s'inquiète de l'horaire, pour finir, j'ai cette phrase de Jean Kelevitch en tête, là, qui est assez belle, qui disait à propos de la littérature, de la musique et de l'amour qu'on pouvait vivre sans, mais pas si bien. Eh bien, je trouve que, sincèrement, et sans exagérer la transposition, professionnellement, on peut vivre sans le droit collaboratif, mais pas si bien. Merci beaucoup. Et on va aller maintenant sur une intervention à deux voix, qui sont celles de Coralie Finel et de Anne Carilla. Donc là, on est dans, j'allais dire, le tradit du droit collaboratif. Paris, droit de la famille, des femmes. Ça y est, je crois que j'ai tout dit. Bon, on s'excuse. Ça fait beaucoup de handicap, mais on va essayer quand même. Non, vous avez surpassé. Mais puisqu'on a dit que le droit collaboratif était quand même un outil utile en droit de la famille, on va quand même vous parler un petit peu du droit de la famille aussi. Alors, on a choisi de faire une intervention à deux voix pour une raison très simple, c'est que nous sommes connus à travers un dossier de droit collaboratif. Donc, pour moi, le premier, pas pour Coralie, on va vous l'expliquer chacune à tour de rôle. Et nous avons des expériences tout à fait différentes, mais cette expérience commune. Voilà, donc Coralie va peut-être commencer par parler de sa propre expérience et je vous raconterai moi aussi comment je suis venue là. Alors, voilà, juste dire un mot de la façon dont je suis venue effectivement à la formation et à l'exercice du processus collaboratif. En réalité, c'est en 2005 que j'ai suivi une formation à la médiation qui était dispensée par l'IFOMEN. Et cette formation a été une expérience très riche et très intéressante et voilà, qui a démarré pas mal de choses parce que effectivement toutes ces notions d'écoute active, de reformulation ont été évidemment très riches dans ma pratique. Parallèlement à ça, j'ai pas mal lu et travaillé sur la négociation raisonnée, la communication non violente. Donc ce type d'outils correspondait effectivement à des besoins de ma pratique. Et ensuite, j'ai essayé, avec ces outils-là, de voir ce que ça pouvait apporter au quotidien de mes dossiers. Donc en réalité, ça a eu plusieurs conséquences. D'abord, que j'ai de façon quasi systématique proposé la médiation à mes clients. Effectivement, j'ai tenté d'employer ce type de technique dans la gestion de mes dossiers et ça apporte dans un grand nombre de cas des solutions, ça permet de dénouer des situations qui pouvaient être extrêmement compliquées et donc ça a constitué une avancée très importante. Et malgré tout, je sentais qu'il y avait quand même des limites à ces outils-là tant qu'ils s'inscrivaient justement dans aucun cadre spécifique. Alors d'abord, les clients et le retour des clients par rapport à la médiation, certains d'entre eux se disent très seuls face à ce tiers neutre et indépendant qui n'est pas censé justement apporter un conseil. Et même quand il y a des co-médiations, eh bien finalement, c'est pas forcément si facile pour le client de faire cette démarche autonome. Parallèlement à ça, la place des confrères, enfin d'abord des avocats et du coup le positionnement des confrères face à cette médiation pouvait ou interférer ou ne pas permettre de donner toutes ses chances à cet espace de discussion. Et donc, cet outil très utile, qui reste extrêmement précieux, présente quand même un certain nombre de limites, notamment dans des situations juridiques très complexes où une objectivation
juridique et technique permet quand même de rassurer les clients et de les accompagner. Donc, il y avait quelque chose de pas complètement satisfaisant dans cette première solution. Et puis, dans ma pratique, des limites aussi. D'abord parce que, dans un certain nombre de cas, avec les confrères, on ne parvenait pas à trouver un terrain et une voie concordante. C'est vrai que la négociation sur position, on a beau arriver avec ces propositions de négociation raisonnées, eh bien, quelquefois, c'est compliqué de s'entendre. Et puis, également, des oppositions. Traditionnellement, la transparence n'est pas forcément une culture totalement acquise, et donc quelquefois des difficultés. Et puis aussi, dans d'autres situations, des difficultés qui venaient plutôt des clients, c'est-à-dire qu'il nous est arrivé de nous retrouver entre confrères formés, et puis d'être très motivés, tout à fait prêts à employer notre boîte à outils, entre guillemets, et puis en réalité de tomber sur des clients qui n'étaient pas déterminés à s'accorder, ou qui instrumentalisaient les discussions, ou dont on découvrait finalement que il ne faisait pas jeu de la transparence, et donc finalement c'était aussi une possibilité d'entrave, de sorte que, ou bien du fait du client, ou bien du fait du confrère, ou bien bref, de l'absence finalement de cadre faisait réellement défaut. Et donc j'ai ensuite eu l'occasion de rencontrer notre confrère Amélia Garet, qui elle-même était formée au processus collaboratif et avec lequel on a eu à traiter un dossier en réalité comme si, puisque à l'époque je n'étais pas formée, mais bon, paperboard à l'appui, et puis toutes les étapes à l'appui, on est parvenu à dénouer une situation qui était particulièrement, dénouée, pas nous, mais enfin en réalité, le cadre de discussion qui avait été mis en place a permis à cette famille de trouver des solutions et des rapprochements, alors que réellement la situation était compliquée. Et à partir de là, naturellement, j'ai eu envie de me former. J'ai suivi la formation en 2009 et 2010, je crois que c'était à l'époque avec des confrères canadiennes et puis des confrères belges qui venaient nous dispenser les formations. Et très vite derrière, j'ai mis en œuvre et mis en pratique ce processus. Aujourd'hui, je compte 20 dossiers avec des conventions signées, et alors certains sont encore en cours, donc je ne donne pas d'issue évidemment, mais en tout cas, j'ai pu expérimenter à la fois les difficultés, parce que on ne peut pas dire que tout va de soi et que tout est simple, mais en tout cas très clairement les potentialités de ce processus, les richesses que ça peut apporter, et en tout cas l'efficacité très certaine que j'ai pu éprouver. Alors moi j'ai un parcours très très différent, puisque je n'avais entendu parler, j'avais bien sûr entendu parler de la médiation, mais je ne l'avais ni pratiquée ni ne m'étais formée, jusqu'en 2007, année au cours de laquelle je rencontre Charlotte, qui à l'époque était mon adversaire, donc à l'époque je disais encore adversaire, dans un dossier dans lequel nous avons fini par transiger. Et c'est donc toi, Charlotte, qui m'a parlé du droit collaboratif. Et j'ai été formée au niveau 1 par les Canadiennes en 2008. À l'époque, c'était vraiment très exotique. En tout cas, moi, ça m'apparaissait comme très exotique, parce que d'abord, c'était avec l'accent canadien, qu'on nous parlait de chum et de blondes qui se disputaient, tout ça. Isabelle était là, on a bien rigolé. On était fascinés aussi, mais dans cette fascination, il y avait une espèce de distance aussi. C'était ailleurs, autrement. C'était pas pour nous, c'était vachement intéressant, mais c'était pas vraiment pour nous quand même si Charlotte était très enthousiaste et essayait tout le temps de nous ramener dans cette vague. Et puis, donc ça, c'était 2008. Ensuite, j'ai eu un premier contact assez paradoxal aussi avec le droit collaboratif, encore via Charlotte, puisque tu m'as demandé de plaider sur un poste collaboratif. Donc, j'ai expérimenté le 1% d'échec dont tu parlais, Catherine. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire en n'ayant pas été formée à moitié, n'ayant jamais eu de dossier, mais ayant à plaider sur un échec de droit collaboratif. Donc, on va dire que mon entrée en matière a quand même été assez particulière. Et puis en 2010, quand même, j'ai pris mon courage à 14 mains et j'ai décidé de me former au niveau 2. Et cette fois-ci avec des Belges, donc un autre accent, un autre pays. Et encore l'idée que non, là quand même une entrée en matière un petit peu plus, on va dire, percutante pour moi, impressionnante.
Et puis, toujours pas de dossier. Et puis rien, un espèce de désert des Tartares, hein, dans lequel les seules petites lumières, mais c'était très important. Et ça, je voudrais le dire pour ceux et celles qui sont déjà formés, mais qui, comme moi, n'ont pas encore vu la lumière. Enfin, je commence à la voir avec Coralie. Non, parce que je pense que c'est une question que beaucoup d'entre vous se posent. Je vais essayer de ne pas parler de façon trop mystique, mais en fait, j'ai vachement envie de parler de façon mystique, parce que c'est un peu quand même une révélation pour moi, le droit coloratif. Donc, dans ce désert des Tartares, ce qui a été très important, c'est le réseau d'abord qui s'est créé. C'est-à-dire que de façon tout à fait informelle d'abord, avec Dominique, on se retrouvait le samedi matin au cabinet de Véronique Chauveau et on faisait des formations à l'écoute active et à la négociation raisonnée par petits groupes. Et on s'est fait des amis et on a créé des liens. Et c'était très, très important. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut rester, en fait, après ces formations, il faut rester en groupe. Donc, oui, il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas rester seul pour ne pas perdre espoir. C'est très important. Oui. Donc, de la cuisine de Véronique Chauveau, à prendre le thé le samedi matin et à faire des exercices très sérieux. Là, je pense que c'était vraiment très sérieux. Et merci Dominique, parce que tu y as passé un temps infini. Et tu nous as appris beaucoup de choses. De là, s'est constitué un vrai groupe de travail avec Catherine, qui se réunit quand on peut se réunir, mais enfin qui existe, et on communique beaucoup, même si c'est par mail quand on ne se voit pas. Et là, on se sent quand même moins seul, mais il n'en demeure pas moins que je me disais, mais quand va arriver ce dossier? Finalement, j'attendais qu'il me tombe du ciel. Et s'il y a un premier message que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est qu'il ne tombera jamais du ciel. En fait, c'est vous qui allez le faire tomber du ciel. Et j'ai eu le déclic. Alors, aujourd'hui, je parle beaucoup de gens, mais des gens que j'aime et qui m'ont aidée. Maintenant, je vais parler de Nathalie, que je vois au fond. Parce que c'est grâce à Nathalie l'année dernière, et en fait c'est grâce à la dynamique du colloque de l'année dernière que ce dossier m'est tombé du ciel et que j'ai eu mon premier déclic. Je vais vous parler du deuxième après. Mon premier déclic, c'est Nathalie qui me l'a servi sur un plateau parce que j'avais, moi, dans ce processus qui me fascinait et qui m'intéressait vraiment beaucoup, j'avais un gros problème, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'abandon du client, que je ne supportais pas. Parce que je pense, comme beaucoup d'entre vous, comme tout le monde, j'ai été formée comme avocat. Maintenant, ça fait 24 ans que je suis avocat. J'ai été biberonnée, non seulement professionnellement, mais aussi personnellement, parce que je suis d'une famille d'avocats, donc je l'ai entendu partout, qu'on ne lâche pas un client. Voilà, un client, on s'engage avec un client et on ne le lâche jamais, sauf évidemment s'il ne paye plus, s'il est particulièrement antipathique. Mais sinon, on ne lâche pas un client. On est son avocat jusqu'au bout. Et on est même bêtement son avocat, je dirais, parce qu'on finit par défendre des choses d'une façon presque stupide, en voulant bien faire. On déforme la jurisprudence, on déforme le droit, mais parce qu'on est naïvement, profondément avocat. Donc j'étais cet avocat et je n'arrivais pas à dire à un client, je n'arrivais pas à parler du droit collaboratif, parce que je savais qu'arriverait un moment où j'allais lui dire et si ça ne marche pas, je ne serai plus votre avocat. Et cette phrase-là, elle ne passait pas. Donc quand le colloque s'est organisé, j'ai dit à Nathalie avant, je lui ai dit s'il te plaît, surtout, il y avait une psychologue qui devait intervenir, j'ai dit s'il te plaît, parle de ce que moi j'appelle ce syndrome d'abandon, j'ai besoin d'avoir une solution, j'ai besoin d'avoir une clé. Et puis la table ronde s'est tenue et elle n'en a pas parlé, personne n'en a parlé. Donc au déjeuner, après le déjeuner, je suis allée la voir, je lui ai dit écoute, c'est pas sympa, parce que j'ai besoin, moi je suis pas la seule, il faut que tu donnes une réponse là-dessus, il faut que tu trouves une solution. Et de façon très généreuse à son habitude, mais aussi un petit peu agacée, elle m'a dit, écoute Anne, il faut que tu te dises, voilà, la solution c'est que c'est pas un problème, ça n'existe pas. Ça n'est pas un problème. C'est la méthode Coué. Dis-toi que ça va marcher. Tu te le répètes toute seule devant la glace, mais tu te dis que c'est pas un problème. Et ton client, tu le regardes droit dans les yeux et tu lui dis que ça va marcher. Je suis partie avec ça. C'était le 5 avril l'année... Je me rappelle encore de la date. Hein. C'était le colloque. C'était le 5 avril l'année dernière. Et je me suis dit, mais oui, elle a raison en fait. Il faut que je dise que ça va marcher parce que ça va marcher. Et que si j'y crois moi, ça va marcher. Et miracle, miracle qui n'en est pas un. Finalement, le dossier, il est tombé du ciel. Quelques temps après, j'ouvre un dossier, comme on dit, un monsieur vient me voir. Pas du tout, a priori, le profil collaboratif. Hein. Il arrive, il me dit, alors voilà, il me dit pas ce qui s'est passé. Je comprends qu'il a été trompé, mais je lui pose pas de questions parce qu'il voulait pas le dire et que, bon, je voulais pas... Mais je comprends que des choses lourdes s'étaient passées dans le couple. Et je ne sais pas pourquoi. Et il me dit, écoutez, c'est simple, moi je ne veux plus entendre parler, en gros, je veux plus entendre parler de mon dossier. Vous êtes avocat, donc c'est votre métier, je vous le donne, voilà, je vous donne mon dossier. En gros, ce que je veux, c'est, on a un appartement, on le vend.
chacun reprend ses billes, au revoir. Il y avait 3 enfants. Et puis, voilà, et vous prenez le truc, vous débrouillez, elle aura un avocat. Je dis, bon, ok. Et je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je lui ai parlé du droit collaboratif, mais je vous assure, je ne sais pas pourquoi. Je lui en ai parlé. Il m'a demandé ce que c'était, j'ai bafouillé quelques mots sans plus, et on en est resté là pour ce premier rendez-vous. Et j'ai écrit la lettre d'usage. Et puis à la lettre d'usage, j'ai reçu, ce qui d'ailleurs n'est pas si courant, j'ai reçu un mail de son épouse me disant « Maître, j'ai reçu votre lettre et j'ai fait le choix de mettre Coralie Gaffinel pour être mon avocat. » Et là, quand même, je me suis dit « Ça serait trop bête. » J'ai d'abord envoyé un mail à Coralie en lui disant « Écoutez, je suis ravie qu'on soit, non pas cette fois-ci adversaire, j'avais oublié ce mot, mais interlocuteur, qu'on puisse échanger, parce que nous sommes toutes les deux formées à ce mode de résolution amiable des litiges et j'espère qu'on va arriver à quelque chose. » Elle m'a téléphoné et on s'est dit « Pourquoi pas ?» Finalement, dans ce dossier, on s'est dit, on se l'est formulé aussi, on ne prenait pas de grands risques au sens où les 3 enfants étaient majeurs, quasiment, le dernier est quasiment majeur. Bon, que les tensions étaient très importantes, mais que les enjeux, et là je crois qu'on pensait principalement aux enfants, finalement, en tout cas pour moi, pour une première fois, je me sentais capable de me lancer. Donc je lui en ai reparlé. Là, j'ai été beaucoup plus affirmative. Il m'a dit, mais maître, mais si ça ne marche pas, je lui ai dit, mais ça va marcher. Il m'a dit, mais de votre expérience, maître, ça marche? Alors là, j'ai menti. Je me suis, alors je suis devenue nous. J'ai dit, oui, ça marche. Ça marche, puisque Catherine m'avait dit que ça marchait. Donc, ça marche. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment, c'est vraiment, tu as employé le terme d'aventure, quelqu'un a prononcé le mot aventure, c'est une aventure, c'est une prise de risque. Et je crois que là aussi, c'est une question de transformation personnelle. J'étais prête à ce moment-là à prendre des risques. Et je me suis dit aussi, ne pas lâcher un client, très bien, mais ça peut être aussi ne pas lâcher un client dans le cadre de ce processus-là. Et je me suis engagée finalement. Je me suis fait un autre serment d'avocat vis-à-vis de ce client. J'ai fait le serment à moi-même, je ne pouvais pas le lui dire, mais de ne pas le lâcher. Mais je lui ai dit comme ça aussi. Je lui ai dit, je ne vous lâcherai pas et nous arriverons à un accord. Alors, le dossier n'est pas terminé. Il nous reste un rendez-vous. Je pense, je touche du bois, où est le bois, que nous allons arriver à un accord. Mais en tout cas, c'est un très... Et alors, le deuxième déclic, et Coralie va prendre la parole ensuite, le deuxième déclic capital, et ça vraiment, je la remercie parce que ça m'a facilité énormément les choses, c'est qu'elle m'a proposé un rendez-vous test. Donc ça, je vous donne aussi ce truc aussi qui vient d'elle. C'est que ce rendez-vous test, je ne savais pas que ça pouvait exister, et que finalement, c'est un truc génial pour vendre le droit collaboratif aux clients. Parce qu'on leur dit, voilà, on va faire un rendez-vous à 4, on va vous expliquer les principes du droit collaboratif. Si ça vous plaît, on y va. D'abord, vous allez réfléchir 8 jours. Et si ça ne vous plaît pas, on négociera de façon classique. Et je vous le donne en mille, après 2 heures de rendez-vous, ils ont signé des 2 pieds et des 2 mains, et nous aussi. Donc, je te laisse continuer. Alors, peut-être un mot sur ce rendez-vous test. C'est vrai qu'à l'expérience, il y a toujours une réticence au départ. Et la réticence, elle tient de plusieurs facteurs. D'abord, vis-à-vis du confrère, on ne se connaissait pas. Non. Et même si on est formé, eh bien, on se dit toujours, est-ce que ça va pouvoir opérer? Est-ce qu'on va réussir à travailler? Est-ce qu'on va pouvoir se faire confiance? Est-ce que... Voilà. Et puis, il faut aussi que les parties adoptent en quelque sorte le conseil de l'autre. Bien sûr, ça reste le conseil de l'autre, mais il faut quand même qu'il n'y ait pas d'incompatibilité absolue et majeure. Et puis, il faut aussi, pour que les clients sereinement se lancent dans ce processus, en éprouver un petit peu, en quelque sorte, en goûter déjà un petit peu les promesses et les bienfaits. Et donc, à travers ce rendez-vous, on permet aux clients, en quelque sorte, de faire un essai grandeur nature, sans que pour autant les choses soient irréversibles. Alors, on pose sur la table, déjà, dans notre formation, on avait reçu une petite feuille qui s'appelle les règles de communication. Et donc, parmi ces règles de communication, on nous dit le respect du temps de parole, le fait de ne pas s'interrompre, le fait justement aussi de parler avec respect les uns vis-à-vis des autres, et le fait de parler en jeu. Donc, on a posé ces règles sur la table et on se les a formulées. On a expliqué l'une l'autre eh bien, ce qu'il y avait derrière, ce que ça voulait dire, et notamment cette fameuse phrase « parler en jeu ». Eh bien, déjà, rien que ça, en disant aux gens, aux parties, voilà, finalement, vous ne pouvez pas vous exprimer en disant « tu rentres tard, tu n'es jamais là pour les enfants », mais simplement...
je souffre, j'ai de la peine quand je t'attends, c'est compliqué pour moi de t'attendre, ou alors je trouve ça lourd d'assumer seule la charge des enfants. Donc on leur explique ce petit mécanisme-là, et ensuite, et c'est une règle qui s'applique à nous tous, c'est-à-dire que le fait de ne pas s'interrompre, on peut s'y référer, c'est-à-dire que si l'un ou l'autre, et ça peut nous arriver aussi, et voilà, on a le droit à 4 de finalement dire, ah ben non, attention, notre règle, ça implique de respecter tel, voilà, vous n'avez pas respecté, et ça permet finalement de créer avec une règle extérieure qui n'est pas liée au conflit, qui n'est pas dans le sujet, mais de créer un cadre qu'on adopte tous, et qui finalement rassemble et qui rassure et qui finalement est très importante. Ensuite, on passe à une phase de récit où chacune des parties exprime ce qu'elle a à dire. Elle n'est pas obligée, surtout dans ce premier rendez-vous, de tout poser, mais elle peut exprimer un certain nombre de choses, et on a veillé l'une et l'autre à ne pas se parler mutuellement de ce que les clients nous avaient raconté. C'est vrai qu'entre avocats, sinon on a facilement le réflexe de discuter ensemble de ce qui a pu être dit, de ce qu'on pense de la situation, de ce qu'on imaginerait d'être des solutions. Donc on se garde évidemment de tout cela, et on reçoit ce récit, et c'est l'autre conseil qui reformule le récit de chacune des parties. Et en fait, il s'opère de façon quasi instantanée. D'abord un sentiment d'écoute, et du coup un sentiment de confiance, et du coup un cadre de travail qui va permettre ensuite d'avancer plus utilement. Et la dernière phase de ce rendez-vous test, on lit la convention de droit collaboratif, et c'est très important parce que chacune en a connaissance, mais c'est pas du tout pareil de lire dans son petit coin cette convention et de l'entendre expliquer et réexpliquer devant l'autre, qui du coup prend conscience que ces règles qui s'appliquent aux uns s'appliquent aux autres aussi, que ensemble on les comprend, ensemble on va les respecter, et encore là, il s'opère de façon quasi automatique une sorte de cadre, de circonstances qui permet ensuite d'aborder les différentes questions. Et généralement, le dernier temps de ce rendez-vous, on expose les questions qu'on décide de traiter. Non pas, évidemment, les solutions, non pas de façon précise, mais les sujets sur lesquels on s'accorde qu'il y aura lieu de porter nos efforts. Voilà. Et finalement, rien que d'être d'accord sur l'énonciation des sujets, encore une fois, sans évidemment être d'accord sur les solutions pour les traiter, mais eh bien, ça rassure, ça opère une sorte de base à partir de laquelle on peut travailler. Donc en fait, on ne signe évidemment pas cette convention à la fin du premier rendez-vous. Chacun retourne de là où il vient, appelle ensuite son conseil, et c'est à partir de là que peut s'amorcer le travail qu'on opère ensemble. On fait ça de façon pas forcément très ordonnée, mais je vous donne mon sentiment sur 2 points qui, moi, ont été une des révélations aussi de ce processus. C'est effectivement ce que vient de dire Coralie, avoir confiance en l'autre avocat. Pour moi particulièrement, comme je n'avais jamais eu à traiter de dossier en droit collaboratif, j'ai pris là, vraiment, ça a été une décision personnelle. J'ai décidé de lui faire confiance. Je ne la connaissais pas. Je la connaissais de nom, parce qu'on est un petit milieu et on se connaît toutes de nom, mais je ne l'avais jamais vue. J'ai décidé de lui faire confiance en me disant que finalement la prise de risque était assez limitée, que si cette confiance n'était pas méritée, ça veut dire que le processus de toute façon n'aurait pas fonctionné, et qu'il fallait que je lui donne ma confiance. Là aussi, c'est des termes, je redeviens mystique. Mais vraiment, il ne faut pas avoir peur de donner sa confiance à un avocat un peu plus expérimenté, enfin beaucoup plus en l'occurrence expérimenté que soit en droit collaboratif. Si c'est votre premier dossier, ayez confiance en l'autre avocat. Moi, je me suis laissée guider par Coralie. Avant chaque rendez-vous, je lui téléphonais pour qu'elle m'explique comment elle proposait, parce qu'elle ne m'a jamais rien imposé, comment elle proposait que se passe le rendez-vous, comment elle envisageait les choses. On en discutait très librement, mais je me suis laissée quasiment coacher par elle. Alors, c'est une des petites idées qu'on voulait évoquer à la fin, mais je vais le dire tout de suite. On pense que ça serait peut-être important pour tous les gens formés d'avoir un référent, peut-être, pour faire comme une espèce de quasi-supervision, avoir besoin mais c'est très sérieux, vraiment. On a besoin d'une quasi-supervision en droit collaboratif. Moi, je l'ai fait de façon informelle. J'ai appelé Lorraine, j'en ai parlé, on en parle, avec Isabelle aussi. Toutes celles qui sont formées, toutes celles qui ont des dossiers, quand on bloque sur quelque chose, c'est bien de pouvoir... On pourrait avoir de façon pas institutionnelle
ou dans son groupe un référent, pourquoi pas, sans que ça soit rigide, mais un peu fluide. Voilà, ça c'est... Donc la confiance, je voudrais dire une deuxième chose qui est pour moi, qui a été une révélation, c'est que quand on s'engage dans un processus collaboratif, on ne change pas de métier. Alors c'est vrai que certains sont plus prédisposés que d'autres à manifester de l'empathie, à reformuler, à écouter, etc. Mais on reste profondément avocat, et moi je ne me suis jamais sentie autant avocat dans ce processus collaboratif. Pourquoi ? Je vais vous donner juste ce simple exemple du rendez-vous, des options juridiques. Enfin, on a fait un rendez-vous plusieurs rendez-vous, on a tout objectivé, mais on a objectivé en particulier toutes les hypothèses juridiques et les enjeux, et dont parmi les enjeux, la prestation compensatoire, la contribution à l'entretien des enfants, on a expliqué à nos clients ce qu'étaient ces points de droit. Alors, ce qui était amusant, c'est que intuitivement, celles qui étaient en situation, par exemple, moi, mon client ne voulait pas entendre parler de prestations compensatoires, maintenant il en est très loin, mais donc c'est moi qui ai expliqué ce qu'était la prestation compensatoire, tandis que la cliente de Coralie était en situation d'avoir à régler des créances dans le cadre de la liquidation, et c'est Coralie qui a expliqué les règles liquidatives et les règles des créances. Et on n'est jamais autant avocat, parce qu'on expose des choses qu'on connaît, on est à l'aise, mais avec sans aucune ni agressivité, ni conflit, ni enjeu. Vraiment, c'est hyper agréable. Et ce que je dirais, c'est que non seulement on est avocat, mais on doit être un très bon avocat, en tout cas un avocat très formé dans sa matière, parce que lorsqu'il s'agit d'expliquer les enjeux, il faut bien expliquer aussi à nos clients quelles sont leurs zones de risque. Et ça se fait. Ce qui est merveilleux, c'est que ça se fasse en pleine transparence et en pleine ouverture, parce que c'est dans cette zone de risque que va se jouer la solution. Dans cette zone grise, dans cette zone... finalement non définie, c'est là qu'on va trouver la solution. Donc il faut la connaître. Donc quand on fait du droit collaboratif, on n'oublie pas sa casquette d'avocat, et on n'oublie pas sa casquette d'avocat spécialisé, c'est très important. Voilà, donc 2 points sur lesquels je voulais insister. Alors, on a coutume de... Non, je sais pas. Vas-y. Non, juste peut-être un mot sur la question du retrait. C'est vraiment un faux problème, en ce sens que il ne nous viendrait même pas à l'idée, à l'issue d'un processus collaboratif, si tant est que ça n'aboutisse pas, il ne nous viendrait pas à l'idée de pouvoir être dans le contentieux à l'égard de l'une ou l'autre des parties, car certes, on reste le conseil de l'une des parties. Et encore une fois, je pense que ça ne se limite pas nécessairement à 2. Dans le droit des successions, il y a certainement possibilité d'étendre le processus avec davantage de parties, mais ça paraît, c'est juste impensable, impossible. Et puis c'est effectivement la condition de la confiance qu'on peut se faire entre confrères. Et du coup, c'est aussi une grande force. Une grande force du processus, parce que c'est grâce aussi au fait que les parties risquent de perdre leur conseil que finalement elles s'attachent aussi au processus. Et dans un autre dossier où on a rencontré avec un autre confrère des difficultés, où on a eu un processus long et vraiment difficile, eh bien c'est vrai qu'au moment des options, et même si on nous dit tout à l'heure que les enveloppes sont, enfin au moment non pas des options mais des offres, les offres sont nécessairement symétriques, bien nous, le jour où on a fait notre rendez-vous d'offres, il n'y avait pas d'offre symétrique, et c'est vrai qu'il y a eu un moment de flottement, et on a évidemment proposé aux parties en disant dans ces cas-là, peut-être que le plus simple, c'est de mettre un terme au processus, puisque malgré nos efforts et malgré le cheminement, bien, nous ne sommes pas parvenus à quelque chose qui semble être mutuellement satisfaisant. Et là, les parties n'étaient donc pas d'accord sur les offres, mais elles étaient par contre totalement d'accord sur le fait qu'il était hors de question de quitter le cadre collaboratif. Et donc, c'était le seul point finalement sur lequel elles étaient absolument d'accord, c'était qu'il n'était pas du tout question de quitter leurs avocats, il n'était pas du tout question... Et c'était quitter aussi leurs conseils, c'est-à-dire que c'est précisément aussi pour garder leurs conseils, pour garder ce cadre, qu'elles étaient prêtes à remettre le métier sur le chantier, à repartir dans un travail qu'on a réalisé chacun, et puis finalement le rendez-vous suivant, de nouvelles offres ont été proposées, et cette fois-ci elles étaient symétriques, et cette fois-ci il y a eu un accord. Donc finalement ce retrait, c'est non seulement pas une fragilité, mais c'est vraiment une force considérable, et il faut le considérer comme tel.
Merci. Alors, à propos de la supervision, sur le dossier très compliqué, on a eu recours au service précieux de Catherine qui nous a... C'était ça le dossier compliqué. Oui, c'était ça le dossier compliqué. Non, mais il peut y en avoir d'autres aussi. Hein, mais... Et moi, je voulais juste dire un mot pour terminer, c'est que quand même, nos clients, on n'est pas au bout du processus, mais déjà, ils sont transformés et l'un et l'autre, déjà, et l'un et l'autre. Ils étaient, en tout cas le mien, totalement crispés sur une souffrance, mais vraiment qu'on pouvait toucher, presque elle était intense, qu'aujourd'hui... Et la cliente de Coralie aussi, ils arrivent, et le rendez-vous des options a été un rendez-vous absolument mais planant pour nous deux, parce qu'on les a vus revivre, imaginer des choses. Bon, ils ont du mal à se parler, les relations demeurent compliquées, mais en tout cas, on voyait le cerveau se dilater, des possibilités auxquelles ils n'avaient jamais pensé se mettre en route, et ça fait vraiment plaisir. Peut-être une dernière chose, non? On ne peut plus s'arrêter, Catherine. Non, mais alors je vais vous arrêter. Ok, stop. Et je vais mettre du cadre. Merci beaucoup. On a envie qu'il y ait un échange avec vous. Donc, s'il y a des questions, des remarques, elles sont les très bienvenues. Et si vous n'avez rien à dire, on a plein d'autres choses à dire que vous avez vu, on ne peut pas les arrêter. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que Anne et Coralie ont dit. Parce que Coralie, avec la pudeur qui la caractérise, n'a pas dit un truc que moi j'ai vécu avec elle et qui montre justement ce que Anne disait, c'est-à-dire le fait de se confier à un confrère plus expérimenté, à quel point c'est essentiel. Je défends, ou défendais, je ne sais plus, parce que dans ce dossier, on ne sait plus, un monsieur avec un ego surdimensionné, président de directoire, tout ce que vous imaginez. Et j'avais reçu ce monsieur 3 fois. Il m'avait expliqué que de toute façon, sa femme était la dernière des dernières, une grosse... Voilà. Une conne, quoi. Voilà. Attends, la femme, c'est toujours la conne. Et il se trouve que sa femme était défendue par Coralie. Et donc, fameux rendez-vous test cher à Coralie. Et là, j'ai assisté à un numéro absolument extraordinaire, au point que Coralie, qui a carrément accouché mon client, à la fin de... Ça, c'est fort. Mais non, mais c'était vraiment ça. Et je pense que c'est super important. Parce que même si moi, je l'ai vécu en me disant, mais c'est pas possible. Je veux dire, comment ça se fait? C'est plus le même mec. Eh bien, vous nous croirez si vous voulez. Coralie a réussi à tellement faire sortir les tripes de ce monsieur en reformulant qu'elle les a remis ensemble. Oh. Et t'as perdu le client. Non, mais, c'est ballot. Non, mais, et en revanche, pour juste que vous ayez quand même la fin de la petite histoire, maintenant, ils sont revenus vers vous. Mais là, je l'ai reçu à nouveau. Je veux dire, c'est un autre monsieur. Et donc, je pense qu'effectivement, le droit collaboratif, ça permet aussi d'aider les clients à ne plus arriver devant nous, avocats, en jouant un personnage et à être finalement ce qu'ils sont. Oui, parce que peut-être aussi, les avocats collaboratifs arrêtent d'avoir des postures d'avocats et sont aussi des humains qui entendent une histoire. Et ça, je pense que c'est hyper important. Ça autorise aux clients. Parce qu'on n'aurait pas eu le rendez-vous test, je pense qu'on serait partis et on les aurait divorcés à l'insu de leur plein gré. Merci. Écoutez, en tous les cas, merci. Je voulais vous poser la question, dans ce rapport sur les points qui vont être examinés, qui prend le leadership dans les avocats le leadership collaborateurs? Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Donc ça se fait en équipe. Tout en équipe. Ça se dresse Alors, ensemble. On prépare les rendez-vous ensemble avant. On se téléphone ou on se voit. On s'est vu plusieurs fois. Oui, d'accord. On se voit et on discute. On fait un plan en fait, de rendez-vous et voilà. Et on se distribue. C'est vraiment un dialogue. Et en fait, là, il y a une méta-négociation. Il y a l'organisation de la négociation avant. Et ça, c'est tout l'objet des formations. C'est comment est-ce qu'on organise. Oui, d'accord. Et alors, une autre question, si je peux. Est-ce qu'il est concevable d'envisager ce genre de travail à 4 entre les avocats et leurs clients, et aussi avec un médiateur, le cas échéant? Bien sûr. Parce que ça peut aider. Oui, bien sûr. D'accord. Merci. Mais l'intervention de tiers, que ce soit des médiateurs, que ce soit des notaires, des experts que ce comptables, soit des experts comptables, que ce soit des psys,
Très utile. Très utile et largement même pris en compte et intégré dans le concept même, quoi. Oui, juste une petite observation, parce qu'il y a peut-être des confrères qui ne sont pas formés. Attirer votre attention sur quelque chose de très précieux que Charlotte nous a dit et redit, puisque les formés que nous étions au début, qui n'avions pas tous des dossiers, ont eu besoin de petites piqûres de rappel. Effectivement, parce que la formation s'éloignant un peu dans le temps, on était parfois un peu mal à l'aise pour la présenter à nos clients. Alors, pour certains d'entre nous qui sont avocats, effectivement, depuis une vingtaine d'années, on était dans cette situation un peu paradoxale parce que ce processus est nouveau, d'être un peu moins confortable pour en parler. Toujours est-il qu'une des grandes choses que Charlotte nous a dites, et aussi Catherine, c'est ne pas faire de processus collaboratif si on n'est pas dans un cadre. C'est pas parce que ça a l'air merveilleux, c'est pas parce qu'on a la chance parfois de se retrouver entre confrères qui s'apprécient et qui s'aiment qu'on va pouvoir utiliser le meilleur du processus sans un cadre et sans formation. Et effectivement, on en a fait les frais dans des dossiers où, a priori, les avocats étaient de bonne volonté et parce que convaincus que le processus collaboratif est un mode excellent de résolution des conflits, on a essayé d'amener nos clients à cela sans pour autant faire à proprement parler un processus collaboratif. Ça a été une catastrophe. Parce qu'en fait, on avait des clients qui n'étaient pas dans la transparence ou qui n'étaient pas du tout dans la volonté de fonctionner comme ça. Mais heureusement que le discernement nous a permis très vite de dire stop, on ne peut pas être que deux et les avocats ne suffisent pas. Il faut vraiment que tout le monde agisse et choisisse le processus comme collaboratif comme le mode de règlement de ce conflit et de s'imposer la signature de la convention et le cadre protecteur pour tout le monde. Sinon, il n'y aura pas de sécurité juridique et ça pourra être très très embêtant. Donc là encore, faisons attention, même si on a la chance de retrouver des confrères avec lesquels on s'entend bien, avec lesquels on pense que ça va pouvoir fonctionner, ça ne suffit pas. Il y a une forme, il y a une formation, il y a des limites qu'on doit tous vraiment respecter. Voilà. Mais le processus, enfin l'outil du processus est cadrant. Oui. C'est un contrat. Qu'on y soit tous et que tout le monde soit informé. Sinon, c'est pas un processus. Mais sinon, on revient immédiatement à la négociation de position. C'est un réflexe naturel et normal. On revient à une négociation de position immédiatement. Donc ça empêche ça. Oui, mais d'autres aussi. Je voudrais réagir à ce qu'a dit Stéphane tout à l'heure. J'ai une sorte de révélation, puisque le droit collaboratif, ça n'est qu'une série de révélations successives, un peu comme ça en poupée russe. Ce que tu as dit à propos de la parole et de la perte du rôle de l'avocat traditionnel de la plaidoirie. Et effectivement, ceux qui, comme moi et beaucoup de gens, j'imagine, ont choisi ce métier pour être la voix de l'autre, peuvent se dire que peut-être le droit collaboratif, c'est une certaine forme d'abandon de ça. La voix du plaideur, c'est la voix et la parole de la conviction. C'est une parole construite, élaborée dans le but de convaincre un auditoire, spécialement des magistrats, qui d'ailleurs, comme ils savent que cette parole est construite, ne l'écoutent qu'à moitié. Et nous savons tous, ceux qui ont pratiqué les prétoires, que ce soit au civil ou au pénal, à quel point, quand nous essayons de convaincre, nous avons pu être tristes et désespérés de sentir que notre parole, que nous avions si bien travaillée, n'avait touché personne. Et ce que le droit collaboratif apporte, c'est une autre parole, une parole privée, une parole en petits groupes, en petits comités, mais une parole qui a une force énorme. Non pas de la conviction, mais de la révélation d'une sorte de vérité. C'est-à-dire qu'on passe de la parole construite, élaborée, à la parole de la sincérité de chacun d'entre nous, qui donne une force à ce qu'on dit qui est énorme. Pourquoi ? Parce qu'elle vient après l'écoute, parce qu'elle n'est que la redite de ce que nos clients expriment. Et c'est assez bouleversant de sentir cette force-là et de se dire que finalement, quand nous disons peu de mots, après avoir écouté longtemps, nous sommes plus efficaces que lorsque nous faisons de longs discours. C'est tout changé c'est changé beaucoup de choses dans notre pratique et dans ce que nous sommes,
mais c'est extrêmement bouleversant d'abord et magnifique et efficace. Réfléchissez-y, je viens d'y penser parce que effectivement, nous allons être privés des plaidoiries, c'est certain. De toute façon, les juges ne nous écoutaient plus depuis bien longtemps. Alors que notre parole serve. Monsieur le magistrat, je vous assure, vous nous écoutiez plus. Si, quelquefois même vous dormiez. Ça y est, je l'ai dit, je voulais pas partir en retraite sans l'avoir dit. Alors s'il y a des magistrats dans la salle, oui, quelquefois vous dormez. Ça y est, mais je n'ai pas de compte à régler. Donc cette parole-là, elle est d'une autre force. La force de notre sincérité, et c'est le fondement de la profession que nous allons exercer plus tard. Merci. Merci. Oui, je voulais vous poser une question sur les honoraires. Comment est-ce qu'on facture dans ce type de dossier? Souvent, j'ai entendu tout simplement au temps passé, mais on imagine que ça peut aller très vite, non seulement avec les réunions qui peuvent durer longtemps et le travail des pièces. Alors. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller chercher chez ce qu'on fait en arbitrage, avec un conseil des arbitres, président et co-arbitres, qui ont une enveloppe qu'ils se partagent? Parce que je verrais assez bien dans des dossiers comme cela un sentiment d'inéquité chez certains. Vous en avez un qui a effectivement le patrimoine, une disparité de revenus et qui dit ton avocat il ne te coûte pas très cher, le mien il me coûte très cher. Est-ce qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus? Alors, si je peux me permettre, sur les histoires des honoraires qui sont un truc récurrent à chaque formation. Le barreau de Paris, dans le travail qu'il a pu faire sur les honoraires d'avocats, en tous les cas sur la partie droit de la famille, a regardé un peu le temps que prenaient les différents types de procédures. Et on arrive avec des moyennes pour arriver à un consentement mutuel. Donc là aussi, devant une tentative de conciliation, moi, j'ai jamais vu aucun juge concilier personne. Pour préparer, quand c'est contentieux, enfin, je veux dire, quand il faut en moyenne 15 heures, certains disent même 20 heures de travail. D'accord? Pour une ONC. Donc on est très loin de l'accord. Pour un travail de négo, j'allais dire traditionnel, les chiffres qui sont donnés, c'est aussi... Alors, on est parti sur une famille, j'allais dire, classique. Monsieur, madame, parce que maintenant, il faut le préciser. 2 enfants, le patrimoine étant juste constitutif du domicile conjugal, donc pas nécessairement avec des tonnes de SCI et pas nécessairement des patrimoines imbriqués, compliqués, etc. Donc, j'allais dire des choses assez courantes. D'accord? Donc, pas non plus... des milliardaires et pas non plus des gens qui sont au sujet LAJ. Okay, donc on est dans cette moyenne. Donc pour trouver un accord avec les méthodes traditionnelles, là aussi, en moyenne, c'est entre 15 et 20 heures. En droit collaboratif, on fait la démonstration à chaque fois. Là, j'ai pas mon paperboard chéri, mais voilà, en moyenne, en droit collaboratif, pour ce type de dossier-là, sauf s'ils sont plus complexes, ça peut durer plus longtemps, mais comme dans n'importe quel autre dossier, il faut pareil, entre 15 et 16 heures. C'est-à-dire que les rendez-vous que vous avez, les différents récits, des différentes étapes qui peuvent être plus ou moins ensemble ou séparées. Les rendez-vous ne durent jamais plus de 2 heures. Comme vous n'avez pas toute cette espèce de stratégie pseudo-procédurale qui vous prend juste une blinde en termes de temps, vous réfléchissez... Non mais sérieux, du coup vous réfléchissez, c'est ce que tu disais très justement. C'est ce que je dis aussi à chaque fois en formation. Punaise, pour une fois on fait du droit. Mais quelle éclate! Et on va beaucoup plus vite. Et en plus, on travaille à 2. D'accord? Il ne faut pas oublier ça. C'est que les clients, ils ne parlent pas de mon avocat. Ils parlent de nos avocats, en plein divorce sanglant. Enfin, je veux dire, on hallucine quand même. Donc, globalement, ça dure, pour un couple qui n'a pas un patrimoine très complexe, ça dure à peu près 15 heures de travail. On sait bien, entre le temps où ça se signe et le moment, il peut y avoir des espaces, parce qu'il y a le temps de la sédimentation pour l'un. Mais pendant ces espaces-là, en tout cas, moi, je facture pas le temps de sédimentation de mon client. Tu vois? Donc, je devrais. En fait, je devrais, mais je le fais pas. Ici, certains de mes amis qui essayent de m'expliquer comment je devrais facturer me disent « Non, mais tu sais, quand tu en penses dans la voiture, tu devrais le facturer. » Mais pas encore, mais je vais y arriver. Bref. Donc, c'est la même... j'allais dire que c'est pas forcément plus cher. Et en plus de ça, les clients sont là à 80% du temps, pendant tout le temps où tu travailles. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais ta note de no,
Le client, il ne peut pas la contester. Il était là, le gars. Il était là, il était à côté de toi. Il ne peut pas dire, ben non, là, on n'a pas fait 2h30 de rendez-vous. Mais si, mon gars, t'étais là. Et le débrief, ben, t'étais là aussi. Alors après, se pose la question que tu as posée en disant, s'il y a une disparité de revenus. Ben oui, bien sûr, mais pas de problème. Droit collaboratif, on est dans la transparence. Ça se pose. Et on dit alors, ok, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce qu'on dit que les honoraires sont pris? Est-ce que, par exemple, une provision est prise sur le patrimoine qui appartient à la communauté et que c'est ça qui va payer les avocats? Voilà. Enfin, je sais pas, après, on peut être imaginatif. Soyons créatifs. Enfin, il n'y a pas que les honos au temps horaire ou le forfait. Il y a une multitude de choses. Le tout, c'est d'être en transparence, que tout le monde a bien compris et que les clients soient en accord avec ça. À partir de là, chacun fait comme il veut, quoi. On est encore, peut-être pas pour très longtemps, mais on est encore dans un monde de liberté. Oui, non, mais c'est des options qui, quand il y a une disparité, ça fait partie de ces rendez-vous tests, enfin, qu'on peut avoir dans... Ça peut être en cours de processus aussi. Il peut y avoir des accidents de la vie qui font que tout d'un coup, monsieur qui gagnait très bien sa vie, sa boîte se casse la gueule et tout d'un coup, c'est plus du tout la même histoire. Ça se rediscute. Et comme on est en transparence, ça pose plus de problème. Je vais peut-être être une voix dissonante par rapport à ce qui se... Je suis là. Par rapport à ce qui se dit, mais je me pose la question de savoir s'il faut vraiment opposer ce dont on parle, ce processus collaboratif, à ce qui fait la singularité de notre fonction d'avocat. Peut-être le mode traditionnel de l'exercer, c'est-à-dire être effectivement au plus près de son client, être en opposition avec l'autre, ne pas forcément admettre ou être à la recherche absolue d'un accord, être dans la recherche d'une défense idéologique, politique parfois, c'est-à-dire bousculer l'ordre établi. Et vous voyez, ce qui me gêne un petit peu dans ce qu'on propose là, qui est hyper intéressant bien entendu, c'est par exemple du côté de l'évolution de la jurisprudence. La jurisprudence, elle naît justement du conflit. Elle permet effectivement d'évoluer, elle permet à une société de mettre en contradiction des positions différentes, etc. Et tout cet aspect du droit, qui peut être un outil, qui peut être une arme, l'arme du droit, moi je la revendique aussi. Et je pense que la recherche prioritaire ou mystique un peu d'un accord qui doit être une réponse généralisée n'est pas forcément la solution à tout. Voilà. Non, il faut qu'on puisse aussi se permettre ça. On va être très clair. Le droit collaboratif n'est pas la panacée. Le droit collaboratif est juste un outil que vous pouvez avoir, vous, en tant qu'avocat, dans votre mallette d'avocat, et que si c'est un besoin de votre client, vous êtes juste en mesure de le proposer. C'est un outil supplémentaire que vous avez. Moi, au cabinet, je ne fais pas que du droit collaboratif. J'ai aussi des dossiers hyper contentieux. La seule différence, c'est que depuis que je fais du droit collaboratif, même dans mes dossiers hyper contentieux, j'ai une cohérence dans les attitudes, c'est-à-dire de transparence. Je ne suis plus en train de me dire cette pièce, je la mets pas. C'est une foutaise, tout ça, c'est une perte de temps. Même procédurale, c'est une perte de temps. Donc finalement, c'est un outil. Le processus collaboratif, évidemment, aujourd'hui, on parle que de ça et on est tous très révélés, très éveillés et très spirituels. Et alors, c'est une athée qui vous dit ça. Donc, comment vous dire? C'est juste... Mais parce que là, aujourd'hui, on est focalisé là-dessus. Mais c'est juste un outil. N'en faites pas un truc qui serait inatteignable. C'est pas vrai. Il y a des gens, ils sont dans le conflit. Vous êtes avocat, vous êtes là pour les aider à être dans le conflit. Mais si vous avez des gens qui disent, ben là, on a un problème, c'est que là, vraiment, on ne peut plus s'entendre, mais on sait que demain, on doit continuer à se parler, parce qu'on est dans un groupe, par exemple, comme disait François, de relations professionnelles où on ne peut pas ne pas s'entendre, ou parce qu'on a des enfants, spécifiquement en droit de la famille, de pouvoir offrir ça, ben, je trouve que ça en vaut la chandelle. Moi, je trouve qu'en droit de la famille spécifiquement, quand il y a des enfants, moi, j'ai un dossier, donc je ne peux pas dire que je ne fais que du droit collaboratif. J'aimerais en faire plus, mais j'ai beaucoup de dossiers, évidemment, très contentieux, où j'ai aussi des dossiers où je transige de façon tout à fait classique. Mais vraiment, avec le temps, quand il y a des enfants, et plus particulièrement des enfants petits, quand on ne pense qu'à l'intérêt de l'enfant, qu'on ne se focalise vraiment, qu'on fait cet effort intellectuel de voir le dossier avec ces lunettes-là uniquement de l'intérêt de l'enfant,
finalement, on n'a pas d'autre option, à mon sens, à mon sens, parce que le combat des époux détruit les enfants, quelle que soit la façon dont il est mené. Ou sauf, évidemment, je fais exception des cas de violence, des cas d'urgence, des cas de manipulation, ils sont très rares. Mais dans les dossiers, j'allais dire classiques, l'intérêt des enfants devrait vraiment impérativement nous conduire à ce mode de résolution, à mon avis. On peut ajouter aussi que il me semble, le but de notre métier, c'est pas en soi de faire avancer la jurisprudence. Ça peut se présenter, mais pour ma part, je suis missionné et payé pour trouver des solutions. Alors, elles sont parfois contentieuses, mais d'une façon générale, si ça passe par la jurisprudence, très bien. Mais en général, c'est pas ce qu'on me demande en premier lieu. Juste une précision. Il m'arrive d'intervenir régulièrement en matière de copropriété. On sort du droit de la famille. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcheur de tourner en rond, j'allais dire autre mot, dans la copropriété qui chaque année s'amuse à demander l'annulation de telle ou telle assemblée générale. On a beau se dire j'ai la jurisprudence qui est de mon côté, il y a un moment où on aimerait aussi en sortir pour nous, pour lui et pour la copropriété. Donc dans ce type de contentieux ou trouble anormaux de voisinage et ainsi de suite, eh bien c'est un outil complémentaire qui peut être beaucoup plus efficace qu'une bonne jurisprudence qui ne résoudra rien. Oui. Bonjour, je suis un peu timide à intervenir aujourd'hui parce que je ne suis pas avocat. Je travaille en entreprise et découvrir ce processus collaboratif me semble extrêmement intéressant pour le droit des affaires. Pour 4 raisons. La première, c'est la maîtrise du temps. On sait très bien que le temps judiciaire n'est plus compatible avec le temps des affaires, notamment avec les multiples recours et la lenteur de la justice, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais ça n'est plus compatible avec le temps des affaires. La deuxième, c'est la maîtrise du risque. Être entrepreneur, c'est prendre des risques maîtrisés. L'aléa judiciaire, vous le connaissez infiniment mieux que moi, c'est quelque chose d'insupportable pour une entreprise et qu'on doit chercher à éviter. Donc je pense que ce processus, le processus de droit collaboratif, est particulièrement adapté à ça. La troisième, au risque de vous surprendre, je pense que la dimension psychologique, expression des égos, est quelque chose qui existe aussi en droit des affaires. Et la capacité à formuler... Merci. La capacité, via ce processus, à formuler, à dépasser cette expression de conflit d'ego, je pense, est très importante dans la résolution des conflits. Et quatrième point, et je m'arrêterai là avant une suggestion, quatrième point, c'est la capacité à faire perdurer des relations au-delà du contentieux. Parce que, comme on l'a vu dans l'exemple des cliniques, on rencontre à nouveau les entreprises avec lesquelles on peut avoir un conflit et être capable de sortir via un conflit qui n'est pas forcément un win-win. Il peut y avoir des compromis, des abandons, mais qui n'est pas une défaite de l'un face à une victoire de l'autre, permet de continuer à travailler ensemble. Alors, une petite suggestion. Il va falloir, au-delà de la formation des avocats, j'ai bien compris que vous vous engagiez intensément dans cette voie, il va falloir aussi convaincre les juristes d'entreprise, aller voir les entreprises pour leur expliquer à quel point il y a un vrai bénéfice. Invitez-nous, on vient. Je suis prêt à vous aider dans ce sens. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. Je suis désolée, le droit collaboratif est aussi un cadre et les avocats sont les tenants de ce cadre. Et là, moi, je suis le tenant du temps de ce cadre. Il est 16h02. Et je suis désolée, on ne va plus prendre de questions, excusez-moi, mais il y a maintenant les ateliers qui vont démarrer. On m'a demandé, puisque je ramenais tout le monde sur le plancher des vaches après ce matin où c'était très élevé, de faire attention où vous allez dans les ateliers, enfin les salles, etc. De tous revenir ici à la fin de vos ateliers parce qu'on a une super chouette surprise et que ça nous ferait quand même pondre qu'il y ait juste 3 tondus pour la regarder. Voilà, on dit les choses en transparence et complètement. Qu'il y a un after... on est vachement moderne, hein. On a un after work après pour ceux qui veulent. Il y a encore de la place, vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus. C'est la partie festive du droit collaboratif. Et tout le monde à l'association sait à combien je tiens aux parties festives de l'association.
Et enfin, un truc très économique. Vous avez eu des petits badges avec des petits cordons et on aimerait pouvoir les réutiliser l'année prochaine. Et de toute façon, vous n'en avez rien à faire chez vous, donc autant nous les rendre. Et quoi? Ah oui, pardon. Et dans les pochettes et les petits sacs que vous avez eus, vous avez reçu un questionnaire d'évaluation, je ne vais pas dire de satisfaction, mais d'évaluation. Vous n'êtes pas obligé de le signer nommément. Ce qu'il nous permet, ce questionnaire, c'est d'améliorer pour l'année prochaine les choses qui n'ont pas été à la hauteur à vos yeux. Et c'est que comme ça, c'est avec ces échanges-là qu'on construit, que chacun on s'améliore. Merci de votre attention et à tout à l'heure.